Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 307 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Salut Jay, ça va très bien. Un peu essoufflé à la course parce que je suis arrivé flush vu que tu voulais pas m'attendre, mais sinon, ça va quand même pas pire. Ah, j'étais vraiment sur le bord de te faire une belle surprise. Genre, en plein décompte, t'arrives. Oh, OK, c'est commencé. Grosse semaine, mon cher? Comme toujours, en fait, là, surtout après une semaine officielle de rentrée d'enseignement et de plein de multitudes de projets là, qui s'emballent les uns sur les autres, je te dirais que ça va Ben être une oui. grosse année, autant scolaire qu'à l'extérieur des murs de l'école. Ah, d'accord. On l'annonce pas là, hein? Non. Non, je peux pas encore parce que c'est pas OK. officiel. J'ai OK. reçu des papiers, j'en ai même parlé à Simon. Simon, il en sait plus que toi, en fait. Ah oui, OK. Moi, tout le monde me dit tout. Fait que ouais, Je c'est sais pas ça. pourquoi, là, mais tout le monde me dit tout le temps. Si vous saviez le nombre de secrets que je possède. C'est T'as l'air d'un vraiment. gars fiable, là. C'est soit qu'on a un mauvais feeling sur toi ou que t'es le meilleur manipulateur qu'il n'y a pas. Ben moi, je les propage pas, les rumeurs, mais je les ramasse toutes. En fait, Simon, c'est un confident. Justement, je me confiais à lui tantôt avant que tu arrives, mon cher. C'est un gars de très bons conseils, en tout cas. Il a confirmé que mon choix allait être le bon, puis j'ai juste hâte de pouvoir l'annoncer, mais légalement, je peux pas encore. Bon, d'accord. Alors, je vais arrêter d'en parler. Eh bien, comme tu viens de l'introduire, mon cher Jonathan Saint-Prof, on reçoit ce soir Simon Predge, une deuxième fois en près d'un mois ou un mois et demi. Mon cher Simon, comment vas-tu? C'était l'idole de ma blonde en passant. Fallait que je te le dise en partant. Ah, ben, vois-moi là. J'ai la mienne, puis je suis sûr qu'elle est meilleure que la tienne. Ah, d'accord. Fallait que je te le dise, elle aime plus salut là de ma part. elle aime plus ta voix que la mienne. Ben, confidence, la mienne aussi, j'étais un peu fâché parce que j'avais commencé à écouter tous les épisodes en rafale en marchant mon chien. Moi, à chaque soir, j'ai Simon dans mes oreilles en faisant ma petite promenade de fin de soirée. Puis là, il faut que je l'attende à cette heure pour écouter les épisodes. Fait que là, on a écouté Jonestown ensemble. J'ai fait écouter Acid en fin de semaine. L'avant-dernier, on pourrait dire. C'était pas pour les doux, on va le dire comme ça. Et puis, je m'excuse à tous pour les traumas. Mais par contre, je vais en profiter, je vais le dire. C'est que je m'adoucissais. Je m'adoucissais beaucoup dans mon choix d'histoire. Dès que c'était trop élevé, je la tassais, j'étais comme pas à l'aise. Ah, c'est vraiment nécessaire que je raconte ça. Puis Acide, ça faisait 2 ans que je le repoussais. Wow. Ben moi, c'est quand j'ai entendu au début l'avertissement, puis là, le listing de tout ce qu'il allait avoir dans l'épisode, j'ai fait « Oh! » Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a littéralement dans les salons du livre, il y a des gens que j'ai rencontrés puis qu'on discutait de ça, puis tout le monde me disait la même affaire. Non, là, arrête de nous prendre par la main, arrête de nous protéger, là. Vas-y all-in, on est capable d'en prendre. Fait que mon épisode double, Acide, à mes yeux, c'est ma réponse « Hold my beer ». Ouais, parce que je pense que tous les crimes sordides sont résumés dans un seul événement assez intense. Merci. J'invite nos auditeurs à aller l'écouter. C'est un chef-d'œuvre télévisé. C'est le dernier, mais tu sais, ce que je trouve dur avec cette histoire-là, c'est pas juste la violence, c'est pas juste les scènes de torture qui sont évidemment extrêmement raides, là. Ouais. Surtout la façon que tu les racontes. Moi, c'est surtout le côté audio, il y a les bruits qui vont avec. Moi, c'est ça qui a fait capoter ma blonde, l'espèce d'ambiance sonore que tu ne retrouves pas dans un autre podcast. C'est ça qui est le fun avec les tiens. Tu es dans une immersion dans l'histoire, tu y crois quasiment que tu es là. Mais comment faire ressentir à quelqu'un de la torture qui dure 1 heure de temps? C'est pas pour faire des sound effects pendant 1 heure, là, tu sais. Mais c'est important pour moi qu'on ressente bien de la durée, que ça s'étire un petit peu parce que c'est ça. Là. Je voulais qu'on le sente comme si on y était, ben c'est ça, c'était long. C'était long et pénible. Mais c'est pas juste ça, moi, que je trouve rough dans cette histoire-là, c'est que tous les personnages, sans aucune exception, ont eu une vie misérable, triste, tragique, pleine de traumas. C'est vraiment, là, il n'y a pas personne qui s'en sort bien dans cette affaire-là. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ben, c'est la pire vie de marde que tu n'as jamais entendu parler de ta vie. C'est ça qui est... c'est rough parce qu'il n'y a pas beaucoup de positifs sur lequel s'accrocher. Puis ça devient un épisode un peu déprimant, hein, cela dit. Je le sais que j'ai brisé le groupe live pour tout le monde avec cet épisode-là. Ceci dit, je pense que sans live, ça aurait été pire encore. Et
Mais bon. Mais honnêtement, celui-là, je l'ai manqué. Alors, je sais que je vais écouter en fin de semaine. Donc, oui, ouais, puis attelle-toi, mettons. Faut que tu sois je quand l'ai même. manqué parce que. Quand t'es bien casual, mettons, puis tu conduis sans trop poser de questions, puis que là, tu fais juste embarquer, puis là, tu te rends compte que tu regardes plus en avant parce que t'es trop concentré sur ce qui se passe. Là, c'est signe que t'es en de bonnes mains. Il y a 2 jours, j'ai écouté les Résurrectionnistes. Ah oui? Très bon Je l'ai pas écouté encore, c'est mon prochain. Là, il est sur la liste. Là. Ouais, t'en penses quoi d'ailleurs, Jay? Comment? C'est un bon épisode? Oui, c'est un bon épisode. Mais en même temps, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Tu sais, je vais quand même un peu expliquer les résurrectionnistes, là, mais c'est dans le fond l'espèce de trafic de cadavres pour les scientifiques, les médecins, pour l'étude du corps humain. Mais honnêtement, Simon, j'avais pas idée comment c'était un commerce aussi lucratif puis aussi développé en Europe et aux États-Unis. J'en revenais pas. J'écoutais ça. C'est comme, tu parles de centaines de cadavres, des adultes, des enfants. C'est comme, ben voyons donc, je sais que... C'est ça. Quand tu as toutes les petites anecdotes, les petits cas à gauche, à droite éparpillés, c'est là que tu réalises l'ampleur du problème. Là. Moi, quand j'ai vu les chiffres du... À un moment donné, pas brièvement, je mentionne les chiffres d'un carnet de notes d'un résurrectionniste qui a été arrêté. Puis là, il a répertorié tous les corps qu'il a déterrés puis qu'il a vendus par année, puis tout ça, comme un agenda. Puis quand tu te rends compte qu'à chaque année, il déterrait à peu près 300 quelques corps, t'es comme, ben voyons. Juste lui, là. Il y en avait d'autres résurrectionnistes, là. Lui, tout seul, là, il avait une business tellement lucrative, 300 quelques corps par année. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis personne ne s'en rendait compte. Ben, il y en a qui s'en rendaient compte. Des fois, oui, des fois, non. Là. Ça a donné naissance à beaucoup de choses, là, justement, pour protéger les morts dans les cimetières. Les grillages ou morts safe. Des gardes du corps que tu racontes dans l'épisode qui sont engagés par des familles pour garder des tombes. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. Ben, je ne l'ai pas dit parce qu'à un moment donné, il faut choisir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'épisode, parce que sinon, ça durait 8 heures. Là. Ouais. Mais il y a aussi des cimetières comme le Greyfriars Kirkyard qui a des tours de guet. Il y a une photo sur le site d'Ars Moriendi vers la fin là, des photos sous l'épisode. Il y avait des tours de guet avec des gardes en haut qui surveillaient. Là. C'est vraiment spécial. Des miradors. Puis comme on avait assez de corps pour la recherche dans d'autres pays européens, c'est juste à Grande-Bretagne qu'il y avait ça. On a pu venir des corps de la France. Je capotais, voyons donc, c'est vraiment de l'importation de cadavres. En tout cas, là, on est en train de raconter l'épisode Les Résurrectionnistes. Allez-y, allez écouter. En même temps, pas tant. C'est encore tout juste le contexte, tout ça. Là. Exactement. C'est une belle infopub, je trouve, pour le podcast de Simon. Oui, puis on va en faire une vraie infopub ce soir, messieurs, parce que moi, c'est un de mes épisodes préférés d'Ars Moriendi. Joe, tu fais signe que oui, toi aussi. Moi, c'est mon épisode de podcast préféré. C'est du solide. Okay. J'ai capoté. Puis j'avais écouté la série sur Disney avant, fait que je savais un peu à quoi m'attendre. Puis j'ai été quand même surpris, puis j'ai appris des choses. Puis juste, encore une fois, la trame sonore, le côté narratif, les extraits audio à la fin qui m'ont fait complètement capoter. Là, je ne veux pas spoiler, mais disons que tu entends des enfants boire du Kool-Aid, puis c'est quand même assez perturbant. Oui, puis juste un j'ai message. travaillé fort. Attends, je vais même mentionner que j'ai travaillé très fort pour essayer de couper le maximum des enfants dans les extraits originaux des cassettes de Jonestown que j'ai utilisés. Des fois, je voulais une séquence de phrases, mais on entendait trop d'enfants en background. Fait que là, en tout cas, moi, je ne voulais pas entendre les enfants là, crier puis pleurer en background, mais quand tu écoutes le tape original, il y en a beaucoup, puis c'est très troublant, là, mais ouais. Mais même sans ça, c'est une cassette qui est terrible à écouter quand tu arrives à la fin de l'histoire. Tu as trouvé ça où pour le fun? C'est sur YouTube. OK. Ouais, mais les gars, ce soir, on va écouter une partie de ce tape-là, environ 2 minutes, OK? Là, vous ne l'avez pas entendu parce que là, on fait juste l'enregistrement, mais dans le montage final pour le podcast, il y a un avertissement. L'épisode de ce soir, c'est pas un épisode normal de Sur la Terre des Hommes, OK? Pas pour les doux. Non, ce soir, c'est un bon. Ouais. On dit pas ça parce que Stéphane n'est pas là. C'est encore plus chier. Mais on salue. Il y a un épisode qui ressemblait à qu'est-ce qu'on va faire ce soir, et puis c'est
l'épisode sur les éventreurs de Chicago que j'avais fait dans le temps avec Christian Page, où est-ce que, justement, Christian avait été très graphique, décrivait beaucoup qu'est-ce qui s'était passé du côté des éventreurs de Chicago. Mais là, aujourd'hui, on va aller dans le détail. On va écouter une partie de ce tape-là parce que on n'en a pas parlé, mais Jonestown, OK, Jim Jones et puis sa secte de People's Temple à Jonestown, au Guyana, il s'enregistrait tout le temps. Il était tout le temps en train de parler au micro, que ce soit le jour ou la nuit. À 2 heures du matin, ça commençait. Il y avait des haut-parleurs partout de sa colonie. Il y a beaucoup de matériel de Jim Jones, OK? Mais là, on va en écouter une partie. Puis je vous jure, là, si ça vous tente de ne pas l'écouter, mais ça dure 2 minutes, là, mettez votre volume sur mute, là, parce que c'est dur à entendre. T'es-tu en train de dire qu'on commence par la fin? Ou... La dernière cassette. OK. Fait qu'on commence par la fin aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais on va faire toute l'histoire. On va parler un petit peu ce soir, bien sûr, de l'histoire de Jim Jones, comment il en est arrivé à devenir un sympathique personnage. Un gourou, ouais, ça, comme j'aime dire, un bon vivant. Hein, j'aime ça dire. Mais comment il est devenu un gourou sanguinaire, je ne sais pas si c'est la consommation la consommation de drogue dure ou bien juste le fait d'être devenu un demi-dieu pour un millier de personnes, mais il a complètement sauté. Il a vraiment sauté un bearing, là, ce cher Jim Jones. Mais Simon, justement, on parlait de ton épisode sur Jonestown. Est-ce que pour toi, tu sais, parce que normalement, dans Ars Moriendi, tu parles plus de sujets que, honnêtement, moi, souvent, je te dirais 90% 90% de tes épisodes, c'est des sujets que je ne connais pas. Celui de Jim Jones, on s'entend qu'il est plus connu, est-ce que tu hésitais à le faire justement parce que c'était quelque chose de plus connu ou bien tu tenais vraiment à le faire? J'ai hésité là. En fait, j'hésite toujours à faire les cas plus célèbres, plus connus, qu'on a déjà entendus. Là, je commence à me lousser un petit peu plus à ce niveau-là, à me le permettre un peu plus, suivant une phrase que j'adore, qui vient d'un musicien métal. Salut Stéphane. Alors, hey, professeur Roussel, si tu veux t'en venir, je t'ai envoyé l'invitation, c'est quand tu veux. Va prendre une douche, là, tu viens de finir de travailler, puis viens-t'en. Alors, voici mon cher Simon. Mais oui, il y a un musicien, à un moment donné, parce que, tu sais, c'est ça, hein, là, on est rendu à 1 à 2 nouveaux podcasts True Crime par semaine depuis environ 1 an. Puis c'est correct. C'est un trend qui commence à être assez ouais, c'est ça, il y a un bon éventail de choix. Ça commence à être saturé, on va se le dire. Un petit peu, mais en même temps, c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde a le droit de s'amuser avec ça. Tout le monde a le droit de lancer son petit truc. Et de toute façon, c'est ça le secret, c'est la sélection naturelle. Si le show n'est pas bon, il va mourir naturellement. Puis si c'est bon, ça va grossir naturellement. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ou bien en mort artificielle comme nous depuis 6 ans. Ben non, ça marche. On n'est pas mauvais, mais on n'est pas dans le top des tops. On est comme, c'est ça, plugué. Correct. L'important, c'est d'avoir du fun. Sauf que là, c'est ça, il y a tellement de podcasts True Crime, on ne veut pas faire tout le temps les mêmes histoires. D'ailleurs, cette année, à un moment donné, j'ai vu une story Instagram de Victoria. Elle est en train de lire un livre d'une histoire que j'allais raconter cette saison-ci. Fait que là, j'y ai écrit, tu vas-tu raconter ça? Elle dit oui, je vais attendre un peu d'abord. Puis elle dit, ben non, fais-les, c'est pas grave. Parce que, ouais, ben non, mais là, je vais attendre, là, c'est plate, c'est le même mois, 2 podcasts sortent la même histoire. Fait que, tu sais, là, les deux vont se comparer un l'autre. Oui, puis ça peut arriver, puis c'est pas grave, là, tu sais. Mais au final, c'est ça, je me suis toujours un peu retenu de faire les grosses histoires célèbres parce que tout le monde les fait, puis c'est plate quand tu écoutes une histoire que tu connais déjà, parce que tu as toutes les punches, tu n'as pas de surprise, puis c'est un petit peu moins divertissant dans ce temps-là. Tu l'aurais peut-être raconté différent, fait que là, tu juges un peu le travail de l'autre. C'est ça l'affaire. Il y a un musicien métal qui m'a dit à un moment donné, ben oui, mais oui, tout a déjà été fait, mais pas par toi. Ah, c'est bon, ça. Fait que si on a la confiance d'avoir sa propre couleur, je pense que c'est pas grave. Je pense qu'au point où Ars Moriendi est rendu, je peux me permettre ça. J'ai pris confiance. Puis à cette heure, ben, je le sais comment je monte mes affaires. Puis je le sais que je vais être capable d'amener quelque chose
de plus que les autres. Pas que je suis meilleur, mais que je le raconte différemment. Donc, puis je vais dans les détails, je prends le temps d'aller dans des trucs, d'autres podcasts qui sont plus dans la table ronde, prendraient pas le temps d'aller. Fait que, au final, je me sens plus à l'aise qu'avant de faire des histoires célèbres. Comme Burke and Hare, les résurrectionnistes que je viens de sortir, c'est un cas plus que célèbre. Là. C'est mythique comme affaire. On dirait que j'ai l'impression que tout le monde qui trippe un peu True Crime connaît Burke and Hare, mais c'est quand même intéressant de se plonger dans l'histoire en détail, pas juste suivre Burke et Hare qui tue des gens. Là, c'est le fun d'avoir le contexte, qu'est-ce qui a mené à ça, qu'est-ce qui a amené la fin de ça, puis d'avoir un peu le regard de tous les protagonistes dans l'affaire, c'est intéressant. Puis bien souvent, les podcasts ne prennent pas le temps non plus, comment dire, de se plonger dans le backstory des victimes. C'est pas que c'est pas intéressant, mais qu'on le veuille ou non, c'est l'histoire du monstre qui est fascinante. Fait que c'est rare qu'on prend le temps d'avoir le backstory des victimes. Comme moi, mon show, de la manière qui est monté, ben, je peux me permettre ça, par exemple. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant parfois de se plonger, de comprendre comment cette personne-là est arrivée là. Comme dans Acid, il y a énormément de personnages dans Acid. Il y en a même que je n'ai pas mentionné pour avancer à un moment donné. Mais à chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, bien, on a son histoire, on a son backstory, qu'est-ce qu'il fait là, d'où il vient, comment ça se fait. Fait que je trouve que l'important, c'est de trouver sa couleur. C'est pas grave là, qu'il y ait 10 000 podcasts et qu'on fasse toutes les mêmes histoires à un moment donné, mais c'est d'avoir sa propre couleur. Puis évidemment, ben, c'est sûr qu'on veut toujours raconter des histoires que d'autres n'ont pas faites avant nous. Mais c'est ça. Il y a certains podcasts qui n'est pas intéressant. Il y a certains podcasts qui se ressemblent. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé sur la Terre des Hommes seul à l'été 2018, tu vas écouter les épisodes, puis moi, je me suis inspiré d'Ars Moriendi dans le sens que c'était narratif avec justement de la musique en arrière, puis je racontais une histoire écrite, tu sais. Mais à un moment donné, ça l'évolue. À un moment donné, Joe est arrivé autour de quoi, Joe, épisode 50 à peu près? Même pas. Puis, tu sais, c'est devenu, comme tu dis, plus table ronde. Puis, tu sais, ça l'évolue tranquillement. Fait que, non, chacun, comme tu dis, chacun a sa couleur. Ben, tout le monde finit par se trouver dans ce milieu-là du podcast. Tu sais, nous autres, on s'est trouvés comme ça, justement, que c'est vraiment rendu table ronde. On prend un sujet et on en jase. Un commentaire de Guillaume Beaulieu qui dit « Crime de bin et un peu de crime dans ton café sont mes préférés de True Crime. » Moi, je ne suis pas vraiment, à part, tu sais, mettons, là, c'est les premiers podcasts que je me suis abonné, Distorsion et puis toi, Ars Moriendi. Mais je n'ai pas vraiment cherché plus de True Crime. Victoria Charlton, que j'ai commencé avec ma blonde il y a à peu près 2 ans. Mais sinon, comme tu dis, c'est vrai que chacun a sa couleur, mais à un moment donné, ça se rejoint. Puis, moi, je suis plus tripeux d'histoire et podcast de hockey. Fait que je suis plus là-dedans. Là. Fait que, donc voilà. Légèrement différent. Légèrement, ouais, c'est True Crime de hockey. Ça existe. Ça pourrait être genre Clint Malarchuk, tout ça, tu sais, c'est un cold case. Mais... référent obscur, en maudit. Ouais, c'est ça. Guillaume qui dit « Je vais ajouter Ars Moriendi dans ma liste. Vas-y, tu ne... oui, qu'est-ce que t'attends, Beaulieu? Come on! Alors, ce soir... Arrive en ville. Alors, ce soir... Hey, Beaulieu! Avertissement que je donne à tout le monde qui se lance dans mon podcast pour la première fois. S'il y a un avertissement au début de l'épisode, prends-le en considération, surtout si tu as des enfants. C'est généralement des histoires avec des enfants. Il ne faut pas commencer avec ceux-là. C'est toujours les plus roughs, forcément. Mais c'est tout. Commence pas avec Albert Fish. Non, on t'aime bien. Albert Fish, j'ai eu de la misère. Albert Fish, on en a fait un épisode sur Albert Fish. J'ai même pas été capable de le faire, t'imagines? Non, t'es pas venu à cet épisode-là. Il y avait juste moi, puis je pense que c'était juste moi, puis Tommy Girard qu'on a fait ça. Parce que j'ai fini par écouter celui de Simon, puis moi, de la façon en plus que le personnage décrit comment il mange les enfants, c'était vraiment intense. C'était super bon, mais je comprends pourquoi j'avais attendu avant de l'écouter. Faut que tu sois dans le mood pour ça, mettons. Ouais, vraiment, vraiment. Albert Fish, c'est un cas spécial, mettons. Là. Ouais, vraiment. Un autre... Je l'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, avec le recul. Les faits dans mes débuts, je ne savais pas trop ce que je faisais. Ah oui, c'est au début, hein? Oui.
Dans mes premières saisons, l'Albert Fish. La deuxième, peut-être, mais ouais, j'essaie. C'est tellement rough comme affaire. Je ne sais pas si je le ferais aujourd'hui. Mais... C'est Albert Fish qui avait envoyé une lettre à la mère de la petite qui avait consommé, puis genre, elle disait qu'elle était tellement tendre et tout ça. Je n'irai pas dans les détails, là. Mais ce soir, hein, allons-y. Ce soir, Jim Jones, encore, comme je disais tantôt, un autre bon vivant. Jim Jones, mon cher Simon, un sujet de prédilection pour toi. Tantôt, tu disais que tu avais hésité à en parler, mais quand même un cas célèbre, un des plus célèbres d'entre tous, n'est-ce pas? Peux-tu nous parler un peu, Jim Jones, avant, on va parler ce soir de Jonestown, bien sûr, et puis du massacre de Jonestown, mais en gros, là, en 2 minutes, c'est qui Jim Jones? Il vient de où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui ça? Bon, déjà, là, faut me pardonner un détail. Si dans mon podcast, tout est scénarisé, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Fait que oubliez les dates, oubliez les villes, oubliez les noms du monde. Je ne les sais pas par cœur. C'est ça ma spécialité. Fait que je préfère préciser, là. Mais en fait, Jim Jones, évidemment, hein, il n'y a pas de surprise. C'est un gars qui vient d'une famille dysfonctionnelle. Son père est un vétéran malade et alcoolique qui ne faisait pas grand-chose de ses journées à cause de la maladie et de son handicap. Tandis que sa mère est un peu spéciale. Elle aime ça, avoir le contrôle sur les gens et les choses. Évidemment, c'est une femme de son temps. On va dire une germaine. Ouais, c'est une germaine. C'est une germaine. Elle avait l'impression, elle était un peu sauvage, en fait. Puis ce qu'elle a inculqué à Jim, son fils, c'est que la vie, ça peut être ce que tu veux si tu es capable de le raconter comme il faut. Okay. Dans le fond, elle y a un peu appris à mentir parce qu'elle-même mentait sur sa propre vie, à son entourage, puis elle se mettait en valeur. Mon Dieu, que je suis donc bonne, puis que je suis donc hot. Mais c'est ça, c'est de la manipulation. C'est le genre de valeur qui a été inculqué à Jim très jeune. C'est pas des gens religieux, du tout. C'est des voisins de Jim, en fait. Il n'allait même pas à l'église. Sa mère n'allait pas à l'église. Elle ne voulait pas y aller. Ça ne l'intéressait pas. C'est une voisine, parce que là, Jim, il était un peu laissé à l'abandon. Quand il était à l'école, sa mère, il a fallu qu'il se trouve un travail. Puis, comme je disais, était un peu spécial, la mère. Là. Jim n'avait pas le droit d'aller à la maison après l'école avant leur retour du travail. Fait que là, il finissait l'école, puis il se promenait dans les rues, puis il attendait que le temps passe. Puis là, il y a beaucoup de voisins qui l'ont vu, qui il offraient à manger, à grignoter, parce que c'est une famille assez pauvre. Puis, il y a la voisine d'en face qui est une méthodiste, je crois, de mémoire. Bref, elle est grosse fervente religieuse. Elle a appris à Jim c'était quoi la religion. Il a appris la Bible, ses préceptes. Elle l'a amené à l'église. Puis là, il a découvert le pouvoir du preaching. Puis il est tombé en amour avec le pouvoir de la religion puis de la croyance. Il s'est mis à vouloir preacher lui-même. Il s'est mis à organiser des séances de preaching avec les enfants du quartier. Okay. Puis là, ça a commencé à devenir bizarre en vieillissant. Il a commencé à ramasser les animaux. Tu sais, il n'y a pas de surprise. Hein? On le sait où ça s'en va. Il a commencé à ramasser les animaux morts qu'il trouvait, puis il organisait des funérailles. Il faisait des obsèques. Puis là, il faisait comme les preachers, puis il faisait des funérailles aux animaux qu'il trouvait. En vieillissant, il reste un peu spécial. C'est, comment dire, même au secondaire, c'est le gars qui arrive à l'école en veston-cravate. OK, ouais. Pendant que tout le monde est en polo, là, tu sais. Okay. À la base, Simon, là, Jim Jones, c'est pas sa ferveur chrétienne qui l'amène à devenir preacher, c'est quoi? C'est l'attention que ça amène? C'est la popularité? C'est les gens qui regardent et qui ont l'air de t'aimer en voulant quasiment
de toucher, c'est ça? Ben, c'est ça. Jim, ce qu'il voulait, c'est du pouvoir puis de l'attention. Exact. Il avait besoin un peu de se donner en spectacle, d'être écouté, d'être entendu, puis d'avoir un certain contrôle sur les gens parce qu'il a vu ce que ça faisait, les preachers, puis il est tombé en amour avec ça. C'est ça qu'il veut faire. D'ailleurs, il hésitait entre ça ou la médecine. Il rêvait de faire de grandes choses. Et sa mère le voyait comme un demi-dieu déjà. Puis il a comme inculqué ça. Là. Sa mère, elle disait, tu vas faire de grandes choses. Tu sais. Puis elle a un peu tout mis sur ses épaules dans le sens, moi, j'ai pas réussi ma vie, mais mon fils va réussir sa vie, puis je vais le vivre sur le succès par la bande. Tu sais. Lui, il est parti avec cette idée-là qui était meilleure que tout le monde. Quand il a décidé qu'elle allait être preacher, ben c'est ça, il a aligné ses études là-dessus. Il a commencé à preacher avant même de sortir du collège. Ouais. Puis il faut comprendre qu'à l'époque, les preachers, ben, même aujourd'hui, là, c'est juste que ça a évolué, mais ils étaient partout. Les gens se promenaient de village en village, puis allaient preacher ce qu'ils voulaient. Il y a des secteurs, des fois, entre deux villes, où tous les preachers se réunissaient là. Fait que là, c'était comme un marché aux puces du preacher. Il a commencé simplement, il a dit « Hey, moi, je veux faire comme eux autres », à monter sur une caisse de pommes, puis il a commencé à preacher. Mais moi, ce que je sais pas, puis pas juste moi, là, tu sais, par rapport à ta question, là, c'est qu'on le sait pas. OK. Je pense, toute sa vie, en fait, on le sait même pas si Jim Jones croit en Dieu. Non, mais c'est ça parce que oui, on s'entend que le temple du peuple, le People's Temple, c'est très religieux, tout ça, mais tu sens que c'est pas les croyances, vraiment, c'est vraiment on dirait, je sais pas, comme tu viens de dire, d'avoir le pouvoir, d'avoir l'attention sur les gens, comme Guillaume dit justement, d'avoir l'autorité, de pouvoir les manipuler. Sentiment de supériorité puis de contrôle sur des gens. Exactement, c'est plus ça que vraiment de répandre une parole. Une parole il y avait un rêve. Puis c'est là que je m'en allais. Je pense que c'est une bonne suite logique. Je vais mettre le contexte, puis on pourra en discuter ensuite. Le rêve de Jim Jones, c'est un rêve de terre promise. Puis là, il ne rêve pas encore à Jonestown. On est loin de là. Il commence à peine à preacher. Mais le secret du succès de Jim, c'est ce qu'il prône et sa manière de le faire. Si je pars du début, si on revient en arrière, la voisine qui a fait découvrir la religion, les églises, les preachings, les messes, lui, il n'était pas méthodiste, il était curieux. Fait qu'il allait à toutes les messes, peu importe toutes les églises. Il faisait toutes. Il faisait le tour de toutes les églises. Puis, jusqu'au jour où il y a une nouvelle église qui s'est installée dans le secteur, une église afro-américaine, une église de gospel. Puis là, eux autres, là, c'est pas les messes plates là, des méthodistes. Là. Eux autres, ils crient, ils chantent, ils dansent. C'est le fun. Puis là, c'est ça. Là, lui, il voit ça, puis il dit, ouais, attends, là, eux autres, ils tiennent quelque chose que les autres n'ont pas. Puis là, il a mélangé ça. C'est un peu un des premiers blancs, du moins de l'État, là, qui a preaché comme les Noirs, mais à tout le monde. Une espèce de religion spectacle en même temps qu'il faisait. Là. Exact. Ben oui, c'est un showman, Jim. Puis lui, ce qu'il voulait, ce qu'il rêvait, c'est d'un monde idéal. Il y a beaucoup de troubles politiques, sociaux. Ça va pas bien. C'est encore très raciste. Hein? On commence à peine à... tu sais, la ségrégation est encore... lui, il a grandi là-dedans. Là. Lui, il a grandi en étant ouvert aux Noirs dans le secteur, mais étant jeune, je veux dire. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Tu sais, il était encore repoussé, même si l'esclavage puis la ségrégation, tout ça, même si c'était fini, ça n'a pas... les gens ne sont pas devenus... ouvert du jour au lendemain et les racistes étaient encore là, puis ça a pris du temps à briser. Bon, on dit même que son père faisait peut-être partie du KKK. Là. Ah, mais son père, il sortait jamais du balcon. Là, fait que s'il était membre du KKK, son père, je n'ai pas vu ça. Okay. Mais si c'est le cas, c'était pas plus qu'une affaire genre Club des Lions. Là. Il faisait rien. Là, il tapait sur son balcon. Là,
Mais de ce que je sais, moi, son père, il n'a pas été une présence il n'a pas été là pour lui, là, C'est plus sa mère, puis comme un psycho, elle s'est montée tout croche. Mais là, lui, il rêve de mixer les blancs et les noirs, de cesser le racisme et pour un monde meilleur. Pour lui, c'est pas le capitalisme la solution, c'est le socialisme. Ouais. À l'époque, c'était encore touché de parler de La ça. peur le rouge, féminisme ouais. et tout ça, c'est touché. Mais là, lui, il s'en sac. Lui, il dit, moi, je débarque, puis je vais brasser à la cage, puis je vais dire ce que les autres ne veulent pas dire. Puis moi, bon, tout ça pour dire, c'est ça son église. C'est la communauté. Aider les gens, nourrir et habiller les pauvres, éduquer les pauvres, aider les nécessiteux, guérir les malades, être là pour eux, les aider pour vrai. Puis ça a été ça le succès de son église. Je te donne un exemple. Un rêve social, mettons. Là. Il y a une dame. Une utopie. Oui, exact. Mais il travaillait très fort, Jim. Dans les débuts. Puis là, on parle vraiment dans les débuts. Il commence à avoir des gens. Ça a pris du temps, là, tu sais. Sa congrégation a été une centaine de personnes à peine quand ça commençait à aller bien. Puis ça a pris du temps avant d'augmenter après, tu sais. Il a fallu qu'il use de toutes sortes de tactiques. Mais pour vous donner un exemple du travail qu'il faisait pour la communauté, si, mettons, il y a une femme de son public qui l'approche et dit « J'ai plus d'électricité depuis 2 semaines parce que je ne suis pas arrivé à payer à temps, puis là, j'ai des problèmes, j'ai payé, puis j'essaie de les faire amener, mais je suis noir, puis je ne suis pas capable d'avoir un rendez-vous. Il me repousse tout le temps, il ne s'occupe pas de moi parce qu'il y a du racisme, puis je suis pauvre aussi. » Bon, tout ça. Jim, il a dit, on va régler ça ensemble. Là, tu vas faire ça, ça, ça. La semaine prochaine, on va avoir des nouvelles. Jim Jones, là, il a contacté la compagnie d'électricité lui-même, puis il a lui-même négocié, puis il a poussé la compagnie dans le cul pour qu'elle la repluguée. Genre, une semaine ou 2 après, la dame est arrivée, puis lui, il en profitait, là. Il est sur scène, puis il fait son show, puis... Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Je vous ai ramené l'électricité parce qu'ici, on est là pour vous aider. Puis on ne fait pas juste dire les choses, on ne fait pas juste les promettre. Nous, on agit. Puis ça a eu son effet. Ça a marché. Les Noirs, ils capotaient parce que là, il y avait un blanc qui checkait comme un noir, qui promettait des choses, puis qui respectait ses promesses, qui agissait réellement pour aider les nécessiteux de 1001 manières. Puis ça a marché. Après ça, les Blancs, là, c'est les Blancs qui étaient attirés par son approche socialisme et justement, l'antiracisme, puis tout ça, aider les nécessiteux. Tu sais, il y avait 2 types de monde dans son église. Ceux qui ont besoin d'aide, puis ceux qui ont envie d'aider leurs prochains. C'est ça. That's it. Puis quand tu rentrais, tout le monde était le bienvenu, évidemment, c'est une église, là. Mais quand tu rentrais, on va t'aider, mais il faut que tu aides toi aussi. C'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, avec le temps, là, il a commencé à avoir des tâches qui sont apparues. Mais là, je pense que je vais trop vite. On pourrait jaser justement de ces bonnes valeurs des débuts qu'il vendait dans son église. Est-ce que c'était, Simon, selon toi, vraiment des bonnes valeurs qui venaient vraiment de son fort intérieur, ou bien c'était vraiment dans une démarche de pouvoir tranquillement... Machiavélisme. Machiavéliquement user de ces gens-là pour les avoir vraiment... À long terme. À long terme, oui. Moi, je pense que ça évoluait à mesure. Je pense qu'il y avait des idées, mais je pense que son plan, il n'y avait pas de plan, là. Je veux dire, il voulait être preacher. Il veut gagner sa vie avec ça. C'est un showman. Fait qu'il se vend, puis il se vend, puis il se vend. Il faut grandir l'Église, il faut faire grossir l'Église. Plus j'ai une grande Église, plus je vais avoir un impact politique dans la vie en société, dans les décisions qui sont prises pour faire avancer les choses comme moi je veux. Il y a eu des deals avec des politiciens d'ailleurs où si tu fais ça pour nous, toute mon église va voter pour toi. Ouais. Puis après ça, il montait sur scène pour la messe, puis il disait pour avoir ce que nous on veut, il faut voter pour lui. Puis évidemment, tout le monde suivait. Tu sais. Fait que le socialisme, c'était une vraie affaire. L'antiracisme aussi, mais pas tant. Il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire de Jim Jones qui laissent comprendre que finalement, il n'était pas
il était plus raciste qu'il n'y paraissait. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser ça. Les Blancs avaient toujours plus de privilèges, d'ailleurs. Quand il a commencé, là je devance un peu, mais quand il a commencé à coucher à se monter un harem, si on veut, il n'y avait pas de maîtresse noire, puis il y a des Noirs qui l'ont fait remarquer d'ailleurs, mais il y avait toujours réponse à tout, fait que les gens fermaient leur gueule. Mais non, le socialiste, c'était une vraie affaire. Puis la preuve, ben, c'est qu'une église, ça ne parle pas de politique. Ouais. Lui, il cassait les oreilles avec tout le monde avec ça. Ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde d'ailleurs, mais c'était ça son rêve. Il disait, si on veut avoir la liberté, puis la terre promise, puis une belle communauté, puis une bonne société en santé, ça prend le socialisme. Fait qu'il poussait continuellement le socialisme. Mais je ne peux pas répondre franchement à votre question. Ouais, on n'est pas dans sa tête non plus, là. Ben, c'est parce qu'il n'y a personne qui a eu accès à sa tête. Jamais. Tout le monde avait juste des bribes d'informations, des petites infos. J'ai été témoin de ça, mais tu n'as pas été témoin de ça. Fait que tu n'as pas toute la situation. Lui, il gardait tout ça dans sa tête. Il dévoilait juste ce qu'il voulait aux bonnes personnes stratégiquement. Fait que c'est ça le problème avec Jim Jones. On le sait qu'il y avait des mauvaises idées derrière la tête, mais c'était quoi ce plan-là? On ne le saura jamais vraiment. Je pense qu'il est parti en se donnant l'impression qu'il se présentait avec de bonnes valeurs, que même lui, il devait se croire là-dedans. Puis quand ça a commencé à mal tourner, c'est là que les choses ont dégénéré. Parce que quand je dis Jim Jones en faisait beaucoup, il en faisait beaucoup. Il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait de la misère à déléguer, c'était son église, fait qu'il fallait qu'il contrôle tout le temps. Puis ça l'a fatigué. Puis c'est là que ça a commencé à fesser. C'est là qu'il est tombé dans les drogues, d'ailleurs, parce qu'il en faisait trop. Parce que là, à un moment donné, là, son église, on n'a pas parlé de son ascension, mais ça a commencé d'une toute petite paroisse d'une centaine de personnes. En Indiana. Oui, puis à mesure que ça évoluait, ben, plus il y avait de monde dans la salle, plus l'argent rentrait, plus il y avait de réinvestissement pour grandir l'Église. L'Église, à un certain point, là, l'Église possédait un café qui nourrissait les sans-abri. Il possédait un thrift store, une espèce d'armée du salut qui vendait des trucs usagés. Il y avait toutes sortes de commerces. Il a lancé une garderie. Pour les gens de l'Église, évidemment, c'était les gens de l'Église qui étaient dedans. Éventuellement, il a aidé des gens de sa congrégation à retourner aux études. Mais pour ça, il faut aussi les héberger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti puis il a acheté des buildings. Fait que là, tu pouvais être locataire gratuitement de l'Église, mais en contrepartie, il faut que tu travailles. Fait que là, soit que tu entretenais le building comme concierge, soit que tu travaillais dans un de ses cafés, soit que tu faisais de la business administrative pour l'Église, tu faisais de la promotion, du marketing. Il se montait un peu, ça devenait une business. Tu sais. Son Église agrandissait, il y avait besoin de monde pour rouler tout ça, mais tout le monde était content parce qu'il avait l'impression de faire partie de quelque chose de grand, de quelque chose de puissant, de positif pour faire grandir la société. Le projet commun, l'utopie commune, justement, de tout le monde en communauté, C'est ça. L'entraide et compagnie, le rêve ultime. C'est pour ça que je dis, il y avait deux types de personnes dans cette église-là. Des gens qui ont besoin d'aide, puis des gens qui ont le goût d'aider. Puis ça se complétait, mais plus ça grossissait, plus il fatiguait, puis là, il est tombé dans les drogues. Ce jour, il prenait des hoppers, il prenait des drogues pour se donner de l'énergie pour traverser sa journée. Puis le soir, pour s'endormir, il prenait d'autres drogues pour se calmer. Des somnifères, puis... Tout ça, ah oui, puis beaucoup. Puis évidemment, comme il y avait des docteurs au sein de l'Église, ben, il y avait un accès très facile, finalement, aux médicaments. Ouais. Ça a commencé. Je ne mets pas tout sur le dos de la drogue, évidemment. Il y a des affaires qui dégénéraient bien avant ça. La manipulation a commencé à prendre le dessus aussi. Ouais. Ce qui m'amène à la deuxième chose qui a été inculquée par la mère de Jim Jones. On est on est encerclé d'ennemis. Elle est un petit peu parano,
puis elle pensait que tout le monde était contre elle parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. Fait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis. Bref, elle se sentait un peu toute seule, puis elle avait l'impression que tout le monde était son ennemi, que tout le monde y voulait du mal. Puis ça, ben, Jim Jones l'a reçu, ça. Ouais. C'est très important pour lui. Les ennemis sont partout. Puis il a ramené ça dans son église. Parce qu'il y a quelque chose de très important quand tu te lances une secte ou une église, si tu veux que ton monde rentre et reste, c'est d'avoir un ennemi puissant et commun. Puis ça, Jim Jones a compris ça assez tôt. Fait que là, il y avait la menace nucléaire. Après ça, il y avait les politiciens puis la police qui va débarquer. Puis là, parce que là, ils sont contre qu'est-ce qu'on fait, nous. Il y a toujours un ennemi pas loin. Puis là, le but, c'était de protéger ces gens-là. Alors, faire peur le plus possible. Là. Toujours. Alors, le moyen, Simon, que Jim Jones va trouver pour protéger ses adeptes, est-ce que ça a rapport avec l'image qu'on voit en ce moment? De les amener au plus profond de la jungle du Guyana pour être sûr de bien contrôler le message et qu'il n'y ait rien qui sorte? Oui, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, c'est sûr. La terre promise n'est pas arrivée dès le début. Mais avec la fameuse menace de guerre nucléaire qui était à nos portes, il a commencé à réfléchir à un endroit, la fameuse terre promise, où ils pourraient tous aller vivre ensemble, en communauté, avec leurs propres règles, en sécurité, loin de la guerre qui s'en venait. Ça y a pris du temps avant de trouver. Ça y a pris du temps avant de magasiner. Pour magasiner, il a pensé à Cuba, il a pensé à la Russie. Puis dans tous ces cas-là, il y a eu des contacts avec les politiciens locaux, puis les ministres, puis tout ça, puis les députés, puis peu importe. Il y avait vraiment des démarches qui étaient faites pour voir est-ce qu'il y a moyen que notre église déménage en Russie? Est-ce qu'il y a moyen qu'on aille s'installer à Cuba? Tout ça, c'était toujours dans le but d'aller dans une place communiste. C'est encore son socialisme. Le Brésil, il a découvert ça, c'était dans le magazine Esquire, à cause de la guerre nucléaire qui fait rage. Le magazine Esquire sort un article, 9 endroits où se cacher. Puis là, c'était les 9 places dans le monde les plus sécuritaires, où il y a le moins de chances qu'on se fasse frapper par une bombe nucléaire. Parmi ces endroits-là, il y avait le Brésil. Donc, évidemment, oui, c'est de la terre promise qu'on parle, mais ça a pris du temps. OK? Ça a pris du temps en baptême avant qu'ils puissent aller s'installer à Guyana. Il fallait qu'ils ramassent l'argent. Il fallait qu'ils négocient avec le gouvernement. Il fallait qu'ils préparent le transport de milliers de personnes. Parce que là, à ce stade-là, on est rendu 2 à 5 000 personnes là, qui sont réguliers à l'Église puis qui sont là toutes les semaines, qui travaillent pour l'Église. C'est gros. Ouais. Comment qu'on déménage ces gens-là? Comment qu'on convainc tout le monde qu'on est en danger puis qu'il faut fuir, se mettre en sécurité à la terre promise le plus rapidement possible? C'est un gros manipulateur. Puis un exemple que j'aime beaucoup, un moment donné, ils sont en train de faire une espèce de pique-nique extérieur, une espèce de potluck là, dans le stationnement là, devant l'église. C'est des centaines de personnes qui sont là en train d'avoir du plaisir, jouer de la musique, grignoter. Quand soudainement, il y a des coups de feu qui pètent, là, ça retourne. Oh my God, Jim Jones a été touché par une balle. Ce jour-là, c'était arrangé avec le gars des vues. Hein? Fait qu'il avait mis un beau chandail jaune serein pour qu'on voit bien le sang de sa pièce de théâtre. Et il n'y avait jamais de jaune. Mais ce jour-là, je vais mettre du jaune. Ils l'ont amené en sécurité d'urgence. Les gardiens de sécurité l'ont amené, ils l'ont mis en sécurité. Puis finalement, au bout d'une heure, il annonce qu'il y a un message. Puis là, il y a la messe. Fait que là, tout le monde se réunit à l'église. Mon Dieu, Jim Jones, vas-tu mourir? Es-tu correct? Puis là, il montre. Miracle. Guéri grâce au pouvoir de Dieu. Puis là, il a même montré que ça... Bon, je m'excuse, je suis en train de montrer mes mamelons. Là, c'est juste oui, vous les aurez vus. Il a levé son chandail, il a levé son chandail rouge, il a levé son chandail. Regardez, j'ai plus de blessures. Tout est guéri par la puissance du Seigneur. Puis il dit, regardez, j'ai la balle ici dans le chandail. Puis là, wow, c'est un demi-dieu.
Ça a Parce pas de que bon sens. j'ai oublié de le mentionner, mais il faisait ça aussi. Hein? C'était pas juste d'avoir un ennemi commun, il guérissait les malades. Hein? Ça, Oui. c'est classique avec les preachers de l'époque. Ouais. Fait que pour le public qui y croit, ben c'est un dieu, là. Et avec quelques complices, bien sûr. Mais oui, il y avait des complices. C'était tout le temps arrangé avec le gars des vues, là. Mais pour ceux qui y croyaient, c'était un dieu. Puis les gens qui ne le croyaient pas, ben ils se disaient, ben regarde, sa technique, on n'est pas super d'accord, mais c'est une belle cause. Ouais. On va laisser couler. Pour la cause. Pour la cause. Fait qu'au final, tout le monde fermait sa gueule. Personne ne disait rien. Puis il y en a qui le croyaient, il y en a qui le croyaient pas. Comme je dis, les gens n'étaient pas tous là pour les mêmes raisons. Il y en a qui étaient là pour le socialisme, il y en a qui étaient là parce qu'ils étaient trop pauvres pour vivre en dehors de l'Église. Ouais. Mais bref, c'est ça. Il est manipulé par la peur constamment, en les tenant toujours sur les qui-vive. Il a commencé à armer des gardes de sécurité à l'Église. Il a commencé à créer un... Là, quand il a commencé à parler de Terre promise, il a créé une espèce de groupe de discussion pour préparatifs. Il appelait ça le CP, le conseil de préparation ou préparatoire, là, le Preparation Council, une affaire la même. Puis ça, c'était un groupe très, très select. C'était ses préférés qui avaient accès à ce conseil-là, qui avaient droit d'aller là. Fait que les gens qui l'aimaient tellement, ils travaillaient encore plus fort pour être remarqués par Jim Jones, pour avoir accès au conseil, puis faire partie de sa garde rapprochée. Fait que les gens se donnaient encore plus, là, tu sais. Puis c'est là que les punitions ont commencé. Parce que là, pour que ça marche, tout ça, ça prend des règles. On est une grosse communauté, ça continue de grossir. Là, on a un plan qui s'en vient pour la terre promise. Ça prend des règles. Puis c'est des règles religieuses, hein, on s'entend, là, tu sais. Sauf qu'il est allé plus loin que ça. T'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de fumer, ça sert à rien, c'est mal. Mais ça a vite dégénéré parce que pour faire grossir son église, Jim Jones, il accueillait un peu n'importe qui. Il a même déjà réussi à négocier avec des juges la libération de criminels condamnés qui devaient aller en prison. Il a dit, laissez-les nous, on va s'en occuper puis on va les réformer. Puis ça a marché. Ah ouais. Souvent. C'est vraiment bizarre. Ce qui fait que il y avait toutes sortes de fuck-all, de criminels, de petits voyous au sein de l'Église et des pédophiles. D'ailleurs, et là, c'était pas tout le temps comme ça. Ce que je vais raconter, c'est un cas. Mais c'était ça les punitions, à différents niveaux. Celle que je vais raconter là, c'est une agressive, c'est quelque chose de hardcore. J'avertis, là. Mais les gens pouvaient être violentés, insultés, humiliés, pointés du doigt, dénudés. Shunned, comment on dit ça? On leur parlait plus pendant un certain temps, on leur donnait des tâches. Un peu une forme de bannissement là, à l'intérieur. Ouais, exact. Sauf que là, l'anecdote du pédophile, c'est une des plus trash que je connais. Il accueille le pédophile qui ont réussi à faire libérer de prison sur le juge en disant on est une église, on va en prendre soin, on va le réformer. Ça n'a pas de bon sens. Là, il dit sauf que là, tu touches pas un enfant, là. Sinon, ça va aller très mal. Mais il n'a pas su se retenir, puis il y a un petit garçon de 10 ans qui l'a dénoncé pour des attouchements. Fait qu'il est amené devant le conseil, il le déshabille, il l'attache, ils sortent une palette de criquets, genre, et ils se mettent à taper sur ses parties génitales juste à temps que ce soit de la charpie. Il est resté alité pendant plusieurs semaines sans être capable de marcher. Ils ne l'ont jamais amené à l'hôpital. Hein, ils se sont occupés de lui par eux-mêmes. Et il est resté au sein de l'Église et il n'a jamais touché de petit enfant par la suite. Mais il n'y avait plus de partie génitale. Là. Ils l'ont... C'est ça. Hein? Je vous l'avais dit que c'était raide, mais il faisait ça souvent. Je vais vous donner un autre exemple moins rough, mais du genre de manipulation que Jim Jones faisait.
il y avait quelqu'un qui commençait à le contredire souvent au sein du conseil, puis ça commençait à le gosser. Il faut comprendre qu'au sein de l'Église, peu importe ce que tu veux faire, ça prend l'approbation de Jim Jones. Peu importe quoi. Ce qui fait qu'un jour, ce gars-là se présente à Jim, puis il parle qu'il a bien envie. Il est en couple, mais il tripe sur une autre fille, puis il a bien envie de coucher avec. Ça, il tente elle aussi. Puis là, il parle à Jim Jones de ça, puis il demande conseil. Jim Jones lui permet de tromper sa femme. Parfait. Si le prophète le dit, je peux y aller. Il trompe sa femme. Puis après ça, ben, il l'a amené devant le conseil. Puis il l'a dénoncé devant tout le monde. Puis il l'a humilié. Puis il l'a puni. Puis il l'a repoussé. C'est ça qu'il faisait, Jim Jones. Jim Jones, là, pour se protéger, il faisait signer à tous les participants du conseil. Il faisait tout signer sur un bout de papier. Avec le reste gardé en blanc. Comme ça, si à un moment donné, ces gens-là font quelque chose qu'ils n'aiment pas, il peut ajouter une confession de ce qu'ils veulent. Pédophilie, meurtre, viol, vol, n'importe quoi. Il pouvait remplir une confession puis aller la donner à la police. Elle est signée, fait que c'est donc vrai qu'il a fait ça. Mais en même temps, on disait tantôt que tout le monde veut faire partie de ce conseil-là pour en même temps être plus proche du prophète, là, être proche de Jim Jones. Mais est-ce qu'on est conscient que justement, on signe un contrat en blanc que il peut arriver n'importe quoi, ou bien on est tellement en adoration devant Jim Jones qu'on ne le voit pas, ça? On le voit, ben c'est ça. Je vais revenir à ce que je disais plus tôt. Il y a ceux qui le croient, puis ceux qui ne le croient pas, ben ils restent pour la cause, parce que sa cause est noble, puis ils sont en train de travailler pour quelque chose de grand. Fait qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec tout le temps, mais ils restent pour la cause. Puis Jim Jones, il fait tellement de bonnes choses, quand même qu'il dérogerait de temps en temps. Ça va, là. Il est humain, lui aussi. Il n'est pas parfait. C'est Dieu peut-être, mais il est humain. Puis c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé à coucher avec des maîtresses. C'est exactement comme ça. Il y avait une femme. Je me souviens plus de son nom, j'ai un blanc, je m'excuse. Il y a une femme, elle travaille beaucoup avec l'Église, elle le soutient. Elle sait qu'il n'est pas un demi-dieu. Là. Elle sait que ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un guérisseur, mais elle est là pour la cause, pour son mari. Elle est très présente, elle est très active dans toutes les actions de l'Église. Il finançait beaucoup au début, tu sais, qui était celle qui travaillait et qui ramassait l'argent. Puis... Oui. Elle travaillait très fort, sa femme, très, très fort. Mais là, elle a des problèmes de dos. Ce qui fait que la vie sexuelle, elle prend le bord un petit peu. Il y a des fois, elle est alitée toute la journée. C'est ça. Il n'y a plus de sexualité à la maison. Puis Jim Jones, ça commence à l'affecter parce que... Hein? Fait qu'il a commencé à taper des maîtresses. Puis il ne l'a pas caché à sa femme. Il a dit, regarde, c'est toi que j'aime, mais là, j'ai besoin de ça, puis toi, tu ne peux pas me le donner. Fait que ça va être ça. Elle a décidé de rester contre toute attente. Et comment il faisait ça? Ben, c'est qu'il manipulait. Il ne devait pas être vu en public en train de cruiser d'autres madames. Fait qu'il envoyait un de ses sbires, un de ses employés, là, approcher la femme, puis il disait, bon, le prophète a besoin de toi, il aimerait ça te rencontrer. Puis là, il expliquait la situation. Je ne sais pas comment... on n'était pas là. Hein? Fait que, je ne sais pas quel mot il utilisait, mais... Il n'a pas enregistré Jim Jones, non, ça restait privé. Ça, c'était dans le secret. Il n'était pas bien bon pour garder ses tout secrets. Là. Fait que tout le monde, il y avait plein de témoins tout le temps. Pardon. Mais il ne l'affichait pas publiquement au début. Plus ça avançait, puis plus il prenait confiance, puis plus il pouvait confirmer son contrôle sur son église, ben plus il se lâchait lousse, puis de sa toxicomanie, il la cachait de ses congrégants, là, de ses disciples. Il n'était pas question qu'ils voient ça. Mais vers la fin, avant de partir vers Johnstown, il était rendu tellement cru dans sa tête qu'il prenait pendant la messe, devant tout le monde. Il disait « J'aime pas ça, mais j'ai pas le choix, j'ai besoin de ça pour arriver à accomplir tout ce qu'on doit accomplir. » Les gens disent « OK, ben... » Il y avait tout le temps de bonnes raisons. Hein. Il y a tout le temps de raison. Il y a tout le temps une excuse.
Ouais, les maîtresses, il y en a eu beaucoup comme ça. On sait, puis là, je dis on sait, on n'a pas de détails, ben. OK? Fait que ce que je dis là, ça a été rapporté par des gens de l'Église, par des témoins, mais on n'a pas beaucoup de détails. Mais on sait qu'il y a eu des relations sexuelles avec des hommes, même si l'homosexualité était bannie, c'était un sacrilège au sein de son Église, c'était pas accepté, lui se le permettait. Il y a eu au moins, peut-être d'autres, mais on ne le sait pas, il y a eu au moins une relation sexuelle avec une jeune fille mineure de 13 ans. Quand les parents l'ont appris, ils ont quitté l'Église. Il a tout fait pour les manipuler puis les convaincre de rester, mais ça n'a pas fonctionné, ils sont partis, mais ils ne l'ont jamais dénoncé. Justement, c'est une question de Miss Elistraille, qui est Florence, qui nous demande est-ce qu'il y a des disciples qui s'en sont sauvés? Plein. Là, ouais, mais avant justement l'événement. Oui, là, on n'est pas encore à Johnstown. Oui, Non, c'est ça. Fait que d'ici à ce qu'on soit à Johnstown, plein, il y a des gens qui arrivaient à quitter. Pas toutes. Il y en a qui étaient pris un peu par la manipulation et les escroqueries de Jim. C'est ça, il s'arrangeait pour que les gens soient pris un petit peu dans l'Église, mais il y en a qui réussissaient à s'en aller, il y en a qui quittaient, il y en a qui ont quitté. Mettons, il y a beaucoup de cas. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a causé la perte de Johnstown, c'est-à-dire les enfants. Ça a été un gros débat parce que, mettons, la mère, elle n'en peut plus, elle veut quitter l'Église, mais pas le père. Qui garde les enfants? Jim Jones s'arrangeait tout le temps pour que la personne qui reste dans l'Église conserve les enfants. Les enfants, c'est important, il faut les protéger, on les garde. Tu vas les éduquer tout croche. Puis ils réussissaient tout le temps. Les enfants restaient au sein de l'Église. Quand tout le monde est parti pour Johnstown, ben c'est ça. Il y a eu des actions en cours pour avoir les enfants et ça a été le début de la fin, ça. Mais revenons un peu. Il y a des gens qui arrivaient à quitter, mais c'est ça. C'était pas facile. Puis des fois, il fallait qu'ils quittent en secret. Et un peu comme la scientologie, des fois, il n'y avait plus accès à leurs proches qui, eux, décidaient de rester dans l'Église. Ils étaient coupés du reste de la famille. Des sectes, hein. Vas-y, excuse-moi, Joe. Vas-y. Non, mais c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est la même recette que toutes les sectes. On te coupe de ta famille, de ton univers. On te tasse littéralement. Tu n'as jamais existé puis tu n'existes plus. Ouais. C'est toujours bien difficile à expliquer ces affaires-là, mais les verres fumés, ben oui, en 2022, je vais te répondre avec grand plaisir. Y a-t-il une raison pour laquelle on le voyait toujours avec des verres fumés? Est-ce que c'est à cause que son remords était trop puissant, c'est ça? Ben, il y avait plusieurs affaires, mais la vérité, c'était que sa toxicomanie. Il y avait des globuleux, là, il y avait des gros, il était stone toute la journée. Fait que pour cacher ça, il a commencé à porter des lunettes fumées parce qu'il ne fallait pas que les gens le voient. Mais ce qu'il racontait au public, c'était qu'il y avait trop d'énergie de guérisseur qui sortait de ses yeux. Ça pouvait brûler les gens qui le regardaient. C'est juste ça. C'est juste pour ça qu'il y avait tout le temps des lunettes fumées puis c'est devenu une habitude avec le temps. Ben ça, c'est pas ses verres fumés, mais même ceux-là, ils ont un petit shade dedans. Ah oui, vraiment. Mais oui, quand sa toxicomanie est devenue trop forte, c'est là qu'il a commencé à mettre des lunettes fumées puis il les enlevait pratiquement jamais. Là. C'est ça. Et puis là, parlons de Johnstown un petit peu avant d'arriver aux événements, parce qu'en même temps, on ne veut pas prendre toute ta soirée, mon cher Simon. Puis d'ailleurs, je vais revenir aux gens qui ont pu se sauver, qui ont réussi à sortir de Johnstown. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, mais on va préparer un peu le terrain. On rentre à Johnstown, là, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Oui, ça, c'est l'espèce de gate qui est encore là. On voit que le chemin s'est rendu une trail, tout simplement, là, mais ça existe encore. Il y a encore des espèces de vestiges. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été brûlés, pour effacer Johnstown, mais cette pancarte-là est encore là. Johnstown, mon cher Simon, là, justement, il finit par trouver le moyen, comme tu disais tantôt, d'amener quelques centaines de fidèles à Johnstown. Par avion qu'on serait sûrement. Guyana. Trop vite. Là, il réussit à avoir le terrain. Il fait un deal avec Guyana. Ouais. Il fait des promesses à Guyana, évidemment. C'est politique. Hein? Il y a une affaire. Si on réussit à avoir ce terrain-là,
c'est qu'ils sont voisins, que si je me rappelle bien, le Venezuela, et ils sont en chicane. Et là, ils sont à 2 doigts qu'il y a une guerre qui pète. OK. Puis, fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un terrain à Jim Jones qui se retrouve exactement entre Guyana et le Venezuela. Comme ça, s'ils doivent se faire attaquer, ils n'ont pas le choix de passer par le terrain de Jonestown. Et s'il y a quelque chose que le Venezuela n'osera pas faire, c'est de s'en prendre à des Américains. Exactement. C'est un bon plan stratégique quand tu penses à ça. Hein? Ouais, comment tu dis ça? C'est très stratégique comme plan. C'est une très bonne idée au côté Guyana. Là, c'était la meilleure façon de gérer le problème. Exactement. Ça a marché pour un temps, en tout cas. Fait que là, il faut défricher le terrain. Hein? C'est de la forêt, là. C'est de la jungle. Ça, c'est de la forêt tropicale. C'est pas un terrain vague, là. Il faut qu'ils défrichent tous les arbres. Tout est à faire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'électricité. On part de zéro dans la jungle. Fait que les premiers qui sont envoyés ne sont pas une centaine. Hein? Je pense que les premiers batchs sont genre une trentaine de personnes pour commencer ça. Déjà, le rêve, ça part bien rough. C'est beaucoup de travail. C'est des chaleurs accablantes. C'est beaucoup de pluie torrentielle. C'est des animaux sauvages dangereux. C'est des insectes extrêmement dangereux. Les serpents. C'est l'enfer, là. Puis il y a des blessures aussi de construction. Il faut qu'ils arrachent des arbres sans équipement. Donc là, c'est petit à petit, ils réussissent à patenter des affaires, à obtenir une génératrice. Mais ça avance lentement parce qu'ils sont sous-équipés. Même si les coffres de l'Église sont pleins à craquer, le but, c'est de faire un monde socialiste, communiste. Il n'y en a pas d'argent. Il faut travailler avec ce qu'on a. Ça a été difficile, mais ils sont motivés. C'est pas grave. Ils s'accrochent à leur rêve. On va l'avoir, notre terre promise. C'est quand il y a de la chicane, comme je disais, aux États-Unis, au St. People's Temple. Il y a des gens qui quittent l'Église. Les enfants sont prisonniers avec le père dans l'Église. Puis là, le gouvernement commence à écouter. Parce que là, il y a des gens au St. People's Temple qui sont coupés de leur famille. Les familles commencent à se plaindre. Il y a des gens qui veulent revoir leurs enfants. Là, ça commence à brasser. Il y a des procès qui se préparent. Il y a des articles dévastateurs qui commencent à sortir, des enquêtes journalistiques qui sortent sur Jonestown. Il y a ça commence à se savoir qu'il y a beaucoup d'argent qui se brasse à Jonestown. Là, il sent la soupe chaude et c'est le fameux procès pour obtenir la garde de quelques enfants qui a été la goutte. Parce que là, la police s'en venait le chercher. Il s'est sauvé à Jonestown et il a commencé à rusher les gens à Jonestown. Là, ça presse, c'est maintenant ou jamais. Venez-vous-en, go, 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 tout le monde à Jonestown. Donc, évidemment, c'est par avion, c'est par autobus, c'est 50 personnes de la shot, 100 personnes de la shot, puis ils débarquent. Au début, là, les 30 personnes qui étaient là pour préparer le terrain, puis là, il y en a 10 autres qui s'en viennent les aider. OK, cool, on a un peu d'aide, ça grossit. Là, il faut construire d'autres cabanes, il faut construire d'autres maisons pour les héberger. Ça prend de la bouffe. Oui, il faut faire ça. En fait, ils espéraient faire une terre agricole, puis se nourrir avec les jardins, entre autres, faire pousser les fruits et légumes, quelques animaux de ferme, mais ils ne sont pas super bons. Ils ne sont pas capables de garder les poules en vie. Puis il y a à peu près 7 terres cultivables sur le terrain. En dessous, c'est tout du sable. Fait que ça ne marche pas. Ils ne sont même pas capables de faire pousser des tomates. Fait que, bref, ils ne mangent pas beaucoup. La bouffe est serrée sur Jonestown. Puis c'est là que Jim débarque puis commence à imposer des grosses batches de monde. Là, c'est pas pire quand ils sont 30, 50 à pouvoir travailler. Tout le monde peut travailler. Ah, on est rendu à quelle année, Stéphane? 73, 74, hein? Vraiment, quand on a le terrain. Oui, à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Merci. Faut comprendre que là, il y a plus de monde qui débarque, puis les gens qui sont capables de travailler, qui ont des bras, qui travaillent fort, bien, eux autres, là, il n'y a plus autant d'aide qu'avant, parce que dans les gens qui débarquent, il y a des enfants, puis il y a des personnes âgées qui nécessitent beaucoup d'attention.
Fait que là, il y a moins de main-d'œuvre finalement. Plus il y a de monde qui rentre, moins il y a de main-d'œuvre. Fait que ça commence à être compliqué. Mais ils n'ont pas le choix. Ils jam-packent ça. Les gens sont compréhensifs. Ils disent on va y arriver, puis ils s'accrochent à leur Un rêve. peu d'huile de bras, ça fera pas de mal à personne. Ben, c'est ça. Mais la vérité, c'est qu'à tout le monde qui débarquait à Johnstown était particulièrement déçu. Là. Il devait Là, le s'attendre à un beau rêve, la paradis. terre Ouais, promise, improvise, ouais, c'est ça. c'est pas ça, là. Là, c'est un champ dans la jungle, humide. Tout est humide, tout est dégueu. Il y a des insectes. On dort 28 dans une cabane en paille. C'est pas super, mais c'est un beau rêve qui se prépare. La plupart s'accrochent. Mais c'est là que ça va commencer à être le début de la fin. Mais je ne sais pas s'il y a de quoi que vous voulez jaser à ce stade-là, là, justement. Non, mais, tu sais, on peut dire aussi, justement, comme tu as dit, c'est la jungle, fait que ça prend beaucoup de travail, tu sais, comme déraciner des arbres, sans équipement, c'est vraiment tough. Là, on va être rendu. Je vais aller directement en 1978 avec des proches d'adeptes de Jonestown qui sont au Guyana, qui commencent à recevoir des lettres, Simon, des lettres de leurs proches qui sont à Jonestown, et puis là, ils disent je veux m'en aller, mais je ne peux pas m'en aller. Alors là, on va demander du côté des proches de ces adeptes-là l'aide du représentant, du congressman, dans le fond, à la Chambre des représentants aux États-Unis, Leo Ryan. Leo Ryan. Mais là, d'ailleurs, c'est important, c'est intéressant de spécifier que les lettres qui sortaient de Jonestown étaient toutes lues et vérifiées par Jim Jones. Ouais, toutes les lettres. Fait que quand il y en avait qui arrivaient à sortir avec un petit message codé à travers les mon Dieu qu'on est heureux ici, c'est ça, c'était pas je veux m'en aller, là. C'était on est bien, on est heureux, mais j'aimerais peut-être ça retourner à la maison si vous êtes capable de m'aider. Mais mon Dieu que ça va bien, là, tu sais. C'était subtil parce qu'il était tout checké, c'était vérifié. Fait que quand il y a des lettres avec des dénonciations comme ça qui se passaient, c'était difficile. Là. Ça a été un combat pas facile. C'est pas tout le monde qui avait le droit de sortir du terrain. Mais poursuit avec Leo Ryan. Ouais, Leo Ryan, dans le fond, comme je dis, qui est un représentant de la Chambre des représentants, lui va décider en novembre 1978 d'y aller à Jonestown. Il va y aller avec des journalistes puis aussi des membres de son équipe. Puis de la famille aussi, des familles de proches qui essayaient de retracer des proches là-bas. Ils n'étaient pas acceptés, mais ils espéraient en y allant. Ils rêvaient qu'on les laisse rentrer sur Jonestown, mais c'était pas sûr. Ils sont montés en espérant pouvoir rentrer avec les journalistes puis le ministre. Exactement. Alors là, ils se rendent là en avion, un petit avion en passant. Ils se rendent à Port Kaituma. Et puis là, on arrive à Jonestown, puis au début, on ne veut pas les laisser rentrer. Hein, c'est pas genre. En fait, c'est ça. Ils ne sont pas capables de parler à Jim sur place. Il est difficile à contacter. Il ne veut pas leur donner de nouvelles. Lui, il essaie de se cacher. Fait que. Quand ils ont atteint leur limite, ben, ils ont fait le voyage, puis ils ont dit regarde, on va aller le voir sur place, puis on va négocier sur place. Fait que ça a pris une semaine à partir du moment où ils sont arrivés à Guyana. Ça a pris à peu près une semaine avant qu'ils soient acceptés à Jonestown. Puis c'était pas tout le monde. Hein. Au début, je pense que c'était juste Leo Ryan, puis 2-3 journalistes, un ou deux journalistes, les membres de son équipe, puis je pense qu'il était 2. Mais rendus sur place, ils ont négocié avec Jim, puis ils ont réussi à le convaincre de faire rentrer tout le monde. Puis c'est ça. Là, il va finalement rentrer à Jonestown. Et puis là, ce qu'il voit, Leo Ryan, c'est pas une communauté qui a l'air de souffrir. C'est pas des gens qui ont l'air de vraiment de souffrir de l'emprise de Jim Jones. Le soir, il y a un banquet, il y a de la bouffe. Comme on a décrit tantôt, la nourriture, la viande était quand même assez rare à Jonestown. Mais là c'est le banquet, le monde. C'est l'abondance. C'est l'abondance, ça chante, ça danse. Tu avais droit, en dehors de cet événement-là, là, pour l'anecdote, les gens avaient droit à un biscuit le vendredi. Pas 2. Okay. Un biscuit le vendredi. Pour vous donner une idée. Là.
Et puis là, Léo Ryan, à la fin de la soirée, eh bien, là, va dire écoutez, j'aurais jamais cru, là, je paraphrase, mais j'aurais jamais cru voir des gens aussi heureux d'être ici, etc. Puis là, ça va applaudir là, à tout rond. Le monde est heureux, mais. Il y a un band, ils s'amusent. Ah oui, c'est il y la a un fiesta, band, là. écoute, c'est la fête. Et puis là, en coulisses, il y a des gens de l'équipe de Léo Ryan, des journalistes aussi, qui reçoivent des petits papiers qui disent aidez-moi, je veux sortir d'ici. Je veux m'en aller d'ici. Sortez-moi, je suis plus capable. Et puis là, Léo Ryan va prendre connaissance de ça. On va lui dire. Et puis là, le lendemain matin, il va retourner à Johnstown. Et puis là, c'est là que ça va dégénérer complètement. Léo Ryan va parler avec Jim Jones. Ben, en fait, c'est parce que là, il y a des rumeurs qu'il y a des gens qui ont parlé puis qui veulent s'en aller. Ouais. Ça s'est rendu aux oreilles de Jim. Puis là, ça débat, là. Hein, évidemment, là, ça commence à chicaner sur le terrain. Il y a des gens de la colonie qui sont en maudit. C'est de une trahison. Là. Les gens veulent s'en aller. C'est des traîtres. Puis il y en a d'autres qui essayent de garder ça. Ils savent que c'est dangereux, qui préfèrent fermer le gueule, qui se tiennent à l'écart. Mais là, ça commence à chicaner. Jim, il essaie de garder la face, puis dit, ben voyons, pourquoi tu veux t'en aller? T'aimes pas ça ici? Tu sais, il acte, mais il sait là, qu'il commence, il est dans la marde. Là. Parce que là, s'il les laisse partir, il peut pas les retenir, mais s'il les laisse partir, ils s'en vont avec beaucoup d'informations compromettantes. Exactement. Et puis là, il y a un adepte qui va tenter de poignarder Léo Ryan, va quand même le toucher. Il va y avoir du sang. On a... À quelques minutes avant que le tracteur parte avec les disciples qui voulaient quitter vers l'aéroport. Puis là, on parle d'environ combien de personnes? Te souviens-tu, Simon, une dizaine, quinzaine de personnes qui s'en aillent avec Léo Ryan? Il ressemble à ça. Avant de partir, Léo Ryan, là, on voit le sang sur la chemise, sur le pantalon. Il y a quelqu'un qui a tenté de le poignarder. Là. Okay. Alors, en fait, il aurait mis le couteau sur la gorge. Puis il y a eu une seconde d'hésitation, parce que c'est pas des tueurs, hein, c'est des gens ordinaires, hein, dans le fond. Il y a eu une seconde d'hésitation, puis il y a deux autres personnes qui en ont profité puis qui ont sauté dessus. Puis... Fait qu'il y a eu une petite coupure, mais rien de grave. OK. Mais quand même, c'est un élu américain qu'on a essayé d'attenter, on va dire, à sa vie. Puis ce qu'on sait du gars qui a fait la tentative de meurtre, il n'aurait jamais fait un tel geste sans en recevoir l'ordre de Jim. Ça, c'est sûr. Exactement. Alors là, ça finit qu'il y a plusieurs personnes qui... Léo Ryan, finalement, finit par partir. OK? Il s'en va avec sa gang. Là, après cet événement-là, il embarque dans le tracteur qui s'en va vers l'aéroport avec les disciples. Exactement. Alors, on parle d'à peu près, quoi, comme j'ai dit, une dizaine, douzaine de disciples. On s'en va. Et parmi ces disciples-là, il y a un des bras droits de Jim qui prétend moi aussi, je veux m'en aller. Mais le monde le savent, non, hey, ça, c'est un des bras droits. Là. Je ne pense pas qu'il va s'en aller pour vrai. Là. Ça, c'est louche. Puis on a peur. Mais ils l'ont laissé embarquer dans le tracteur pareil. Exactement. Alors là, on s'en va à l'aéroport. Le petit aéroport, on peut dire régional de Port Kaituma. Et puis là, on commence à embarquer l'équipe, hein, comme on a dit tantôt, les journalistes, les membres des familles, et puis les anciens, on va commencer à les appeler comme ça, les anciens disciples de Jim Jones. On embarque, et puis là, ça prend même pas 2 minutes qu'il y a un tracteur qui arrive avec des sbires, justement, de Jim Jones. Et puis là, c'est le massacre. On va assassiner tout le monde qui est sur place. Y a-tu deux... Une autre parenthèse. Je fais une autre parenthèse. Le premier gars, le bras droit que je disais, qui s'est rendu avec les disciples jusqu'à l'aéroport, quand les gars qui sont arrivés en tracteur se sont mis à tirer, ce gars-là qui était déjà assis dans l'avion a sorti un gun et s'est mis à tirer sur les gens dans l'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jim, il pensait envoyer juste son bras droit avec un gun. Puis ce qu'il allait faire, c'est se sacrifier. Sa mission, c'était de se mettre à tirer tout le monde pendant que l'avion est en vol pour qu'il se crash. Quand que Jim il a appris que finalement, il y avait plus qu'un avion, c'est là qu'il a envoyé toute sa gang en tracteur et dit « OK, allez faire le ménage, il faut mettre fin à ça. » Alors là, on voit sur les images, ça, c'est une caméra de
d'un journaliste qui était, qui était sur place. Alors, on les voit sur le tarmac. Dans le fond, on attend d'entrer dans l'avion pour sacrer notre camp de cet endroit-là. Et puis, là, c'est la caméra qui est tombée par terre, qui continue à filmer. Là, c'est vraiment pas clair. Mais ça, c'est on voit les nuages de fumée qui partent de derrière le tracteur rouge à droite. Ouais. À gauche, pardon. À Ouais. gauche du tracteur, on voit, c'est ça, c'est les guns qui tirent. Si tu recules un peu, là, on voit les nuages qui popent. Un petit peu, on va juste le reprendre comme ça. Là, t'as-tu vu? Ouais. Alors, on voit deux gars là, qui se lèvent à droite, là, justement, qui sortent avec les guns. Ouais. Mais ils ont tiré plusieurs coups de feu. Ils ont eu Léo Ryan. Ils ont tiré sur un journaliste. Il était blessé, puis il a fait le mort. Le mort, ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un de mémoire, il y a quelqu'un dans l'avion qui est mort, puis d'autres blessés. Mais ils ont réussi à y enlever le fusil. Il y a comme deux gars qui ont sauté dessus, puis ils ont réussi à y enlever le fusil. Mais tout as-tu la liste des victimes devant toi? Non, j'ai pas la liste. Mais il y a aussi des gens, je veux dire, il y a des gens qui se sont enfuis dans la forêt qui étaient tout près. Ben oui, il n'y a pas le choix. Ils se sont pitchés dans le fossé, dans le bois. Oui, exactement. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que les hommes de main de Jim Jones font le ménage à l'aéroport de Port Kaituma, qu'est-ce qui se passe, mon cher Simon? Qu'est-ce qui se passe avec Jim Jones? Raconte-nous ça un petit peu. J'ai le goût de reculer avant. OK. Avant même que Jim Jones se ramasse à Jonestown, il y a eu un événement à un moment donné durant son fameux conseil de préparation. Okay? Il venait d'avoir une bonne nouvelle pour célébrer la terre promise. Il décide d'offrir à tout le monde un verre d'alcool. Un verre de vin, si je me rappelle bien, parce que là, on n'a pas le droit de boire là, dans cette église-là. Fait que se faire offrir un verre d'alcool, hey, wow, c'est une belle célébration, c'est cool. Tout le monde boit son verre, discute un peu, c'est cool, on fête. Puis là, d'un coup, tout le monde a eu fini son verre. Jim Jones leur annonce qu'ils viennent de boire du poison. Il leur reste 45 minutes à vivre. Puis il reste assis là, puis il regarde. Il attend la réaction. Là. Il attend la réaction. Ouais. Au bout de 45 minutes, il leur annonce que c'était pas vrai, que c'était pour tester leur loyauté. Ouais. Premier événement. À deux reprises, hein? Que ça s'est passé. Ouais. Il va le refaire plus tard. Je pense que c'est pas... C'est-tu à Jonestown? Je pense qu'il le refait. Je pense que c'est à Jonestown la fois d'après. Même affaire, mais là, avec tout le monde, il a servi du jus à tout le monde. Puis il a dit on va mourir, blablabla. Encore une fois, c'était pas vrai. Puis il dit c'était pour tester votre loyauté. Mais là, lui, quand on arrive à l'événement de Jonestown où on est rendu, il savait. Il savait que les gens allaient suivre. Il les a déjà testés. Ça fait longtemps, ça commence à faire un bout de temps que l'idée lui trotte dans la tête. Lui, en fait, pour le mise en contexte, je viens de me rappeler d'un détail, puis c'est quand même intéressant. C'est pas ma spécialité, mais on parle de Masada. Masada, qui est... s'il y a des historiens parmi nous, vous allez m'haïr, là, j'y vais de mémoire. Je m'excuse, OK? Mais si je me rappelle bien, c'est pendant une guerre... je ne me rappelle plus. C'est pas professeur Roussel qui est dans l'assistance, s'il vous plaît, aidez-nous. OK. Même, bref, on peut peut-être l'ouvrir là, mais en fait, check donc sur Wikipédia, Masada. OK? M-A-S-A-D-A, pendant que je raconte comment je me souviens. En gros, pour faire simple, les méchants s'en viennent vers le temple. Je pense que c'est un temple juif. Là, il y a genre 800 personnes dans cette église ou bâtiment-là qui est en haut de la montagne. Là, les méchants s'en viennent. Puis ressemble bien gros à ça, Simon, et voilà Masada. Alors, dressé sur un éperon rocheux, Masada est une forteresse naturelle d'une beauté majestueuse en Judée, alors dans l'ancien royaume d'Israël. Alors, voilà. Voilà. Ben, gars, pour faire simple, les Juifs, au lieu de laisser l'ennemi les tuer, ils ont préféré s'enlever la vie comme un dernier acte de rébellion. Dans le sens, vous ne nous aurez pas, c'est nous qui va gagner. Si on est pour mourir, on va mourir comme on veut. Pour faire simple, là.
lui avait donné cet exemple-là souvent dans l'Église. Il disait que c'était un grand geste politique, humanitaire, social. C'était un message. Suicide collectif comme ça, c'est un message qu'ils envoyaient à leurs détracteurs. C'était pour montrer, vous ne gagnerez pas, vous nous aurez pas. Si on s'en va, ça va être selon nos règles. C'était ça son idée, c'était ça son inspiration ou la justification qu'il donnait. Ouais. On arrive à Jonestown pendant que en fait, il est déjà en train de préparer tout le monde au suicide collectif, puis il n'y a pas de secret. Il dit, là, on va passer du jeu à tout le monde, les méchants s'en viennent, l'armée débarque, ils vont tous nous éliminer parce que, puis là, il dit, c'est pas moi qui l'ai ordonné, mais je sais de source sûre que Léo Ryan est mort au moment où on se parle. Quand finalement le tracteur est revenu de Port Kaituma, les gars sont venus y annoncer la nouvelle, blablabla, on a tiré. Puis là, il a annoncé la nouvelle au micro, il a dit « OK, c'est maintenant officiel, Léo Ryan a été tiré, c'est sûr l'armée s'en vient et ils vont tous nous éliminer. Il n'est pas question qu'on laisse ça passer. Ils ramènent Masada et là, le suicide collectif va commencer. » Il enligne les gens. Puis là, petite information intéressante. Depuis toujours, toutes les memes, toutes les jokes, les anecdotes sur Jonestown, tout le monde parle du fameux Kool-Aid. Mais ça n'était pas du Kool-Aid. Du Kool-Aid, c'est la version chère. Excuse-moi, comment? Guyana sont cheap puis ils ne veulent pas dépenser. Fait qu'ils achetaient le Flavor Aid, qui était une copie de Kool-Aid qui était moins cher. On peut le voir d'ailleurs sur les photos de Jonestown. On voit les boîtes de carton empilées. C'est du Flavor Aid. Mais bref, il commence par les enfants. Parce qu'il est tout le temps en train de tester son monde. Hein? Fait qu'il teste les parents. Vont-ils être capables de laisser aller les enfants en premier? Ouais. Il y a tellement La réponse, c'est oui. C'est ça qui est le pire. Je ne sais même pas par où commencer. On dirait que c'est parce qu'on dirait que c'est tous des petits événements, toutes des petites affaires qui se passent. Pour faire simple, là, il ne laissait pas les gens partir. Il n'était pas question que tu puisses t'en aller. Là. Tu vas boire le jus comme tout le monde. Il y avait les hommes armés empêchaient les gens de passer. Oui, il y a des gens dans l'assistance qui criaient qu'ils ne voulaient pas se suicider. Mais il y avait des seringues aussi avec du cyanure, avec du poison. Oui, les enfants, ils ont fait boire le jus, mais les gens qui allaient refuser, ben, ils piquaient de force. C'est ça. D'ailleurs, tu as un moment sur la cassette. Je ne sais pas si c'est ce moment-là que tu vas faire jouer, mais tu as un moment sur la cassette où parce que là, c'est amer, hein? C'était de la strychnine, hein, c'est ça? Je pense, ouais, ou du cyanure, ouais. J'ai un blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un blanc. Mais bref, il y a du poison dans le jus, ça goûte amer. Si c'est là, le cyanure, je suis plus sûr, mais la strychnine, ça goûte amer. Ça goûte pas bon, là. Ça goûte. Tu sais, l'odeur du poison à rat, là. Je sais pas si vous avez déjà senti ça. Là. Ouais, ben, ça goûte ça vraiment fort. Ça, ouais. Fait que les enfants qui boivent le jus, ils n'aiment pas ça. Il y en a qui vomissent, il y en a qui s'étouffent. Tu sais, c'est un petit peu chaotique. Là. Puis là, la femme, non, c'est la femme de Jim, non, c'est une de ses bras droits de Jim qui est aussi une de ses maîtresses. Toutes ses maîtresses sont devenues ses bras droits. Là. Qui monte, puis non, c'est pas parce que c'est ta mère, là, puis tout ça, puis essaie d'encourager, puis dit non, tout va bien aller, blablabla, ayez pas peur, ils ont pas mal, c'est juste parce que, c'est ça, excusez-moi, je me suis trompé, c'est parce que ça goûte amer qui pleure, pas parce qu'il souffre, pas parce que ça fait mal, c'est juste parce que ça goûte pas bon. Évidemment, c'était pas vrai, là. Mais je pense, Simon, que l'extrait que je veux faire jouer, c'est ce moment-là. Et puis, c'est important de dire que
malgré le fait qu'il y a un suicide collectif qui se passe autour de lui, Jim Jones est encore au micro à s'enregistrer. C'est quand même quelque chose. Là. Ah oui. Il prend pas le temps de dire OK, là, c'est un moment où est-ce que. Non, il s'enregistre, il a encore son mic, là, puis non. OK, vous allez Il l'entendre. encourage les gens à y aller. Là. Dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Puis là, il est pousse, puis tout ça. C'est exactement ce moment-là. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, comme je disais en début d'épisode, c'est vraiment rough à écouter. OK, je vous avertis. On entend des enfants qui pleurent, mais c'est surtout pour écouter le message de Jim Jones qui encourage les parents à continuer, surtout les mères. Alors, on écoute ça un petit peu et puis on revient. Die with respect, die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. There's nothing to death. It's like Max said, it's just stepping over into another plane. Don't be this way. Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialists, communists to die. No way for us to die. We must die with some dignity. Soon we'll have no choice. Now we have some choice. You think they're going to allow this to be done and allow us to get by with this? Must be insane. Children, it's just something to put you to rest. Oh, God. Mother, please. Mother, please. Pause. Please, don't do this. Mother, c'est son épouse. OK. Il n'est pas en train d'appeler une mère. Mother, c'est son épouse. OK. Lui, c'était le père. Donc, par la bande, son épouse était connue au sein de la congrégation St. People's Temple comme Mother. Tout le monde l'appelait Mother. Fait que quand il dit Mother, please, c'est que son épouse, elle, est en train de capoter. Puis est en train d'essayer de l'arrêter. Puis non, faites pas ça. Il y a d'autres solutions, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle est sur le côté de la scène, en train d'essayer de le convaincre, puis d'essayer d'arrêter les gens. Puis quand il dit Mother, please, fais pas ça, arrête ça. Il parle à son épouse. Je voulais faire une petite pause parce que ça met en contexte un petit peu. J'ai pas trouvé d'extrait, Simon, de Jim Jones avant Jonestown, mais est-ce qu'il parlait un peu comme ça, le zozotement? Oui, puis non. Ou bien c'est justement sa drogue. C'est les drogues, hein? C'est la drogue. Ils hésitent un petit peu. Ils hésitent les S. Avec sa toxicomanie, ça s'est empiré. On remarque qu'il articule pas bien non plus. Il mâche ses mots, mais c'est ça, c'est la drogue. Il est gelé comme une balle. Mais si tu veux poursuivre l'enregistrement, je voulais faire une petite parenthèse. On avait à qui il parle à ce moment-là. OK. Mais oui, c'est bien de l'amener. Je pensais qu'il parlait à une mère en particulier dans cet endroit-là qu'on voit. C'est ça, même dans mon épisode, j'ai raccourci un petit peu l'histoire de la mère parce qu'il y a tellement à dire sur cette affaire-là que dans mon épisode, j'ai dit OK, je vais choisir Jim. Je parle de Jim. Je ne nomme d'autres gens que quand c'est nécessaire. Parce que sinon, j'aurais eu 800 personnes à nommer. C'est pour ça que j'ai résumé un peu. J'ai été obligé de résumer l'apport et l'opinion, puis tout l'impact de Mother, de son épouse qui n'était pas toujours d'accord, qui n'était pas d'accord qu'il la trompe, mais qui restait là à travailler pour la cause puis à soutenir les malades qui ont besoin d'elle. Sur place, elle s'est rendue là. Elle arrive à Jim. D'ailleurs, elle est arrivée à Jonestown et comme Jim habitait déjà avec plus qu'une maîtresse, Mother n'a pas emménagé avec lui, mais dans une autre cabane, puis lui, il est resté avec ses maîtresses. Ah ouais? Ouais. Mais bref, à ce moment-là, c'était une bonne personne, son épouse, qui voulait travailler pour la cause, puis la bonne société, puis aider les pauvres, puis tout ça.
quand elle a tout fait pour éviter que ça se rende jusqu'au suicide. Elle en avait entendu parler, mais elle ne pensait pas que ça arriverait un jour. Puis quand tout a pété ce jour-là, elle a essayé de les arrêter, mais il était trop tard, il n'y avait rien à faire. Okay. Alors là, on arrive justement, on est le 18 novembre 1978, et puis après quoi, Simon, peut-être 1 heure ou 2? C'est quoi? On le sait pas. Ouais. Puis, la cassette que tu nous as fait jouer. Ouais. Un moment donné, là, dans l'enregistrement, la cassette arrive au bout. Mm-hmm. Puis l'enregistrement s'arrête. Ce qui fait que tout ce qui s'est passé après, c'est un mystère. C'est ça. Parce que Jim Jones, qu'on a pu imaginer ou théoriser est venu à cause de l'enquête. Il y a eu une enquête, il y a des affaires qu'on a vues, qu'on a spottées. On se dit, OK, ben on pense qu'elle a fait telle affaire, on pense que si, ça. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Donc, Jim Jones fait son speech final, un speech assez traumatisant, assez cauchemardesque. La cassette s'arrête, puis on n'a pas la suite. Je voulais répondre à l'auditrice plutôt qui demandait s'il y a des gens qui se sont sauvés. Oui. À partir du moment où l'événement de suicide collectif a débuté, mais c'est l'histoire. Il y a très peu de gens qui ont survécu. Il y a, de mémoire, il y a un gars qui était ami très proche avec un gardien de sécurité. Le gardien l'a laissé fuir dans le bois en lui disant « Bonne chance, bonne vie ». Il y a 2 autres gars qui ont réussi à se sauver dans les bois sans se faire prendre à un autre moment pendant tout ça. Et il y a une quatrième personne, c'est une personne âgée. Les gens qui étaient dans le centre de personnes âgées de Jonestown ne pouvaient pas nécessairement se déplacer tout le temps facilement pour les événements. Il y en a qui sont malades. Ouais. Fait une des maîtresses de Jim, une des bras droits, infirmière aussi, elle s'est mise à faire le tour des patientes pour les piquer avec le poison pour qu'ils meurent directement dans le centre. Eux ne sont pas dans la photo actuellement parce qu'ils ne se sont jamais déplacés de la fameuse cabane. Okay. Il est arrivé quelque chose. Il y a une des patientes qui était endormie quand ça s'est arrivé. La maîtresse qui piquait les patientes pensait qu'elle avait déjà reçu sa piqûre et elle ne l'a pas piquée. Quand cette vieille dame s'est réveillée, il n'y avait plus personne de vivant sur Jonestown. Et elle est allée faire une sieste, tout allait bien, elle s'est réveillée, tout le monde est mort, puis elle ne sait pas ce qui s'est passé. Hey my God! Elle, ce qu'elle a vécu, ça devait être assez cauchemardesque. Quand l'armée a débarqué, ils sont tombés sur elle, complètement confuses, qui marchaient sur le terrain. L'armée, ça a pris combien de temps avant que l'armée arrive? Simon, la petite madame, elle a resté 24, 48 heures entourée de ces morts-là? De mémoire, à peu près 24 heures. Parce que là, sur le tarmac, évidemment, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi les gars, dans le fond, les gars qui sont partis en tracteur avec les guns à Port Kaituma, je ne sais pas pourquoi ils sont partis avant de tuer tout le monde. Est-ce que c'est l'ordre qui avait été reçu? Il fallait juste qu'ils tuent les Orion puis qu'ils laissent les autres vivants? Est-ce qu'eux-mêmes ont décidé de ne pas tuer les autres? Je ne le sais pas. Ils ont tiré dans le tas, puis ils sont partis. Fait que je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait qu'il reste beaucoup de survivants à Port Kaituma. Il y a un avion qui a été endommagé, fait qu'il ne pouvait pas partir, et l'autre s'est sauvé pendant que les gars débarquaient. Fait qu'ils savaient ce qui se passait. L'avion, il y a un des 2 avions qui a pu se sauver à temps. Fait qu'eux autres sont allés annoncer la nouvelle puis envoyer des secours à Port Kaituma. Mais quand les secours sont arrivés, il faisait déjà nuit, si je me rappelle bien. Attends, c'est ça? Je pense qu'il y a eu de mémoire, il y a eu des secours qui sont arrivés, mais très peu. Puis il a fallu qu'ils attendent au lendemain après parce qu'ils ne pouvaient pas voler de nuit
ou quelque chose comme ça. Parce que le tarmac, il n'y avait pas d'éclairage pour la piste d'atterrissage. Fait qu'il ne pouvait pas rouler de nuit. Il ne pouvait pas atterrir de nuit. Fait que tous les survivants ont été obligés de passer la nuit là à Port Kaituma, cachés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à Jonestown. Fait qu'à tout moment, ils pensent que les gars peuvent revenir avec les guns. Fait qu'ils ont passé une nuit là, cachés dans le fossé à attendre. Caché, ouais. Le lendemain, finalement, l'armée débarque, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils sont convaincus qu'ils vont débarquer là et ils vont se faire tirer dessus. L'armée avance très lentement dans la jungle. Ils essaient de ne pas passer par le chemin principal pour essayer de les surprendre. C'est un matin très brumeux. Puis là, on est dans la jungle. Hein? C'est pas la brume de l'Estrie. Là. C'est de la grosse brume épaisse. Tu ne vois pas tes pieds au sol. Ils débarquent sur finalement le terrain de Jonestown, mais on ne voit rien. C'est de la brume. Mhm. Puis là, il y a un premier soldat qui accroche de quoi avec ses pieds. Puis là, il essaie de tasser la brume, puis il réalise qu'il vient de buter sur un cadavre. Ça va prendre après ça un autre, si je me rappelle bien, 48 heures supplémentaires avant que l'armée américaine débarque pour prendre d'assaut. Parce que on a l'armée de Guyane qui débarque à Jonestown. Bon, voilà, on a justement, pendant qu'ils essaient ils font de leur mieux pour ramasser les corps. Mais il y a une petite anecdote cauchemardesque, mais intéressante, justement. Quand l'armée américaine est débarquée, ils ont été obligés de recompter tous les corps. Parce que l'armée guyanaise, eux autres, ils ont compté, mais ils n'ont pas touché à rien ou à peu près. Mhm. Ils ont commencé à enquêter, mais pas juste à enquêter, ils ont aussi volé du stock, là. Hein? C'est ça, l'armée, là, super fiable, ces gens-là. Ouais. Mais bref, l'armée guyanaise, eux autres, ils ont commencé à piquer du stock sur le terrain. Puis pas juste eux autres, des indigènes, ben là, je dis indigènes. Je suis même pas sûr que ça se dit, mais Des c'était locaux, une tribu, là. là. C'était des autochtones locaux avec qui les Jonestown, des fois, faisaient des affaires, là. Puis, d'ailleurs, ces autochtones-là, ils faisaient de l'alcool frelaté maison, puis c'est la seule alcool qu'il y avait sur Jonestown en secret. Okay. Mais eux autres sont débarqués, ils ont volé du stock, l'armée est arrivée, ils ont volé du stock. Mais là, ils ont essayé de compter les morts sur le terrain, ils sont arrivés à un chiffre. Puis quand l'armée américaine est débarquée, puis qu'ils ont commencé à ramasser les corps, ils ont réalisé que le chiffre était erroné. Là. Oups, attends une minute, là. C'est pas 400 personnes qui sont mortes, là. Parce que là, tu levais un corps, puis il y en avait un autre en dessous, puis en dessous. Il y avait comme des couches. Ils étaient tous couchés un sur l'autre, ils étaient empilés. Fait qu'ils ont découvert qu'il y avait pas mal plus de corps qu'ils pensaient, parce que quand tu es déplacé, il y en avait d'autres en dessous. Au final, si je me rappelle bien, si on inclut les corps de Port Kaituma, c'est 908 personnes qui sont morts dans le suicide collectif et l'attaque du port de Port Kaituma. C'est 908 personnes. Ça a pris des semaines avant d'arriver. Ben, d'abord, tous ces corps-là aux États-Unis. Ouais. Et ensuite, de commencer à les répertorier, puis trouver qui est qui, trouver l'identité de tout le monde. Ça a pris des semaines. Pendant ce temps-là, les familles, eux autres, aux États-Unis, ils avaient appris la nouvelle, là, mais ils attendaient de savoir est-ce que mes proches sont là. Est-ce que, tu sais, puis ils attendent, puis il n'y a pas de nouvelles. Là, OK, finalement, le nombre de morts s'élève à 712. Ah, puis finalement, en soirée, on est rendu à 782. Là, le lendemain matin, on est rendu à 815. Puis ça monte, puis les gens ils capotent. Ils veulent voir le corps de leurs proches, puis ils n'y arrivent pas. Ça va prendre du temps. Mais ouais, c'est le plus grand suicide collectif de l'histoire. C'est le deuxième événement où est-ce qu'il y a le plus de victimes américaines après le 11 septembre. Ah ouais, hein? Wow. Tout événement confondu, c'est pas juste dans les suicides collectifs, c'est le plus gros suicide collectif de l'histoire des États-Unis, parce que là, on parle d'Américains, mais l'événement le plus meurtrier après le 11 septembre, c'est le suicide collectif de Jonestown. Oui, on a une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Mother? Mais effectivement, on n'a pas parlé de Jim, des derniers moments de Jim. Bonne question. Merci, Miss. Comme je disais, la cassette, l'enregistrement, c'est terminé parce que la cassette est arrivée au bout, puis personne ne s'en est occupé après. On ne sait pas vraiment
tout ce qui s'est passé ensuite. Ouais. Au moment où la cassette s'est arrêtée, il commençait tranquillement à donner le jus aux adultes. Fait qu'on était quand même encore en début de processus. Les enfants, à ce stade-là, étaient pas mal tous morts ou en chemin. Ce qu'on sait, de mémoire, Mother, on l'a retrouvé avec une piqûre dans le bras, ce qui laisse présager, ce qui laisse croire qu'elle aurait probablement été tuée de force. Jim Jones le lâche, puis je vais le répéter, ça lâche. Il n'a pas fait comme tout le monde, pas capable d'avoir le guts de s'empoisonner comme tout le monde. Il a demandé à un de ses sbires de lui tirer en pleine gueule. C'est comme ça que Jim Jones est mort, en ordonnant à un de ses gars de le tirer directement. Il l'a pas fait lui-même. Il l'a même pas fait lui-même. Sale lâche. Ouais. Wow. Professeur Roussel qui me remet à l'ordre, c'est vrai, il dit plus de 2300 morts à Pearl Harbor. Oui, c'est vrai. Mais il a raison. Ceci dit, les morts de guerre ne sont jamais inclus dans les statistiques de meurtre de masse ou les suicides collectifs. Tout ce qui est de la guerre, c'est tellement intense que c'est comme d'autres statistiques. Mais oui, il a raison, la guerre a tué bien plus de monde, c'est normal. Mais c'est ça, on n'en parle jamais quand on parle de meurtre de masse ou tout ça. C'est comme un autre dossier. Mais il a raison. On va terminer bientôt, mon cher Simon, mais je veux qu'on parle juste un petit 2 minutes, pas plus. Là. On n'a pas parlé du fils de Jim Jones. Son fils biologique, parce qu'il y avait adopté. Il y en avait plusieurs. Il y en avait quelques-uns, des adoptés. Puis d'ailleurs, on disait qu'il y avait lui-même disait qu'il y avait une famille arc-en-ciel parce qu'il adoptait des gens de toutes les nationalités. Mais il y avait des enfants à lui. Il y avait un fils principalement. Comment tu dis ça? Stephen, qui s'appelait? Oui, je pense que c'est ça. Encore là, comme je dis, dans mon épisode, moi, j'ai coupé un peu les membres de la famille extérieure parce qu'il fallait choisir. Déjà, c'est un épisode ça donne 3 heures. J'ai l'impression d'avoir résumé. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le fils, en fait, ce qui est arrivé, c'est quand même intéressant. Je le mentionne dans mon épisode, mais très, 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 très brièvement. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jonestown avait quand même des équipes sportives. Il y avait des activités quand même. Il faut qu'ils s'occupent, ces gens-là. Et il y avait une équipe de basketball. Rien de très professionnel, là, mais une petite équipe de basketball. Puis des fois, il allait faire des matchs avec l'équipe d'un collège de Guyane. Puis bon. Puis c'est là qu'ils sont à ce moment-là. L'événement du suicide collectif, ils sont partis pour un match avec un collège guyanais. Fait qu'ils sont même pas, sont même pas à Jonestown. C'est-à-dire toute l'équipe n'est pas à Jonestown. Un ou deux adultes responsables, puis le coach sont dans un hôtel à ce moment-là. Mm-hmm. De ce qu'on sait, il y a des. Je ne sais pas si c'est Jim directement, je ne me souviens pas, mais ils ont appelé à l'hôtel et des ordres de suicide ont été donnés. Ils devaient éliminer toute l'équipe, mais eux autres sont loin. Là. Ils sont dans un hôtel, ils viennent de faire un beau match, ils ont du fun. Puis là, ils se font appeler qu'il faut qu'ils se tuent. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ben voyons, ça n'a bien pas rapport, on ne fera pas ça. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas été témoins de rien de tout ça. Ils n'ont pas su ce qui s'est passé, sauf quand il était trop tard, puis c'était fini. Ils ont reçu l'ordre de se tuer, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Puis comme ils étaient un peu à distance de tout ça, ben, ils ne ressentaient pas la nécessité de suivre Jim comme s'il était sur Jonestown. Ils n'avaient pas vécu les événements, eux autres. Là, non, c'est ça. Ils n'ont rien vécu de tout ça. Ils ont reçu un peu d'informations par téléphone, mais ils ne savaient pas tout. Oui, exactement. Mon cher Simon Predge, un gros merci pour cet épisode de Fleuve, ma foi, à 1h45. C'est un gros show que tu nous as donné. C'est un gros sujet. Mais c'est un gros sujet. On aurait pu le séparer en 2 épisodes, mais on était tellement bien partis que je me suis dit on va le laisser aller, ce cher Simon. Un gros merci. Beaucoup, hein? C'est pour ça que je fais du podcast. Ma famille est tannée de m'entendre. Les amis, ça ne les intéresse pas, l'histoire de meurtre. Fait que je fais du podcast. Bon. Alors, je voulais te remercier, Simon. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Et puis, moi, je te dirais, mon cher Simon, on va te laisser te reposer cet automne, cet hiver. Et puis, comme les marmottes, on va te lâcher un petit message quand le temps va se réchauffer, quand on va être rendu au printemps. Quand Simon va voir son ombre, eh bien, vous le verrez sur la Terre des Hommes. On va trouver quelque chose. Mais on va te laisser te reposer pendant 2 saisons. Je vais plugger une couple d'affaires avant de finir. Oui. On a des événements qui s'en viennent déjà. Si j'ai des lecteurs qui écoutent en ce moment, je vais être au Salon du Livre de l'Estrie à Sherbrooke. Je vais être au salon le dimanche. Je vais être au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout le week-end. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche au Lac-Saint-Jean. Je vais être aussi au Salon du Livre de Montréal. Sinon, là, le prochain épisode d'Ars Moriendi va prendre un peu plus de temps parce que Halloween, je suis tellement débordé par Halloween, en plus du spécial Halloween Live avec Distorsion et les petites frousses. Il faut que j'écrive ça. Il faut que j'écrive l'histoire. J'ai choisi mon histoire, mais il faut que je l'écrive. Mais il y a aussi l'épisode d'Ars Moriendi. Je sors un petit épisode avec une histoire halloweenesque. Ça va être une collaboration. Je ne dis pas tout de suite avec qui. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider avec le contexte historique. Ah, voilà, j'ai donné un indice, à vous de voir. Mais bref, je prépare une collaboration et comme à 2, c'est un peu plus long, puis ça peut être un peu plus de travail, en plus que l'histoire est complexe. Il y a un contexte et tout ça. Mélissa, pour Sherbrooke, cherche le Salon du Livre de l'Estrie. Je pense que c'est à la mi-octobre. Si je ne me trompe pas, c'est le lendemain du spécial Halloween à Montréal. Donc, moi, si je ne me trompe pas, c'est le 20 octobre que je vais être là-bas. Mais à vérifier, là, je ne suis vraiment pas sûr. C'est peut-être en septembre. Non, en septembre, c'est Saguenay. Fait que c'est ça, 20 octobre, je suis à Sherbrooke. Fait que c'est ça. Là, j'ai tellement de stock à écrire et à préparer qu'au lieu de travailler sur l'épisode que je devais sortir fin septembre, j'ai déjà commencé à travailler sur l'épisode d'octobre. Okay. Dès que ça c'est fait, je vais tout de suite me mettre à travailler sur septembre. Ce qui fait que rendu en octobre, là, il y a plein d'affaires qui vont popper. Il y a 2 spéciales d'Halloween qui vont sortir. L'épisode de septembre va être plus tardif, mais ça se peut qu'il sorte en octobre. Ça va faire boum, 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 boum. Puis après ça, en novembre, on va revenir normal. Okay. Mais bref, c'est ça. On s'en vient avec bien du stock. Y a-t-il d'autres choses? Sinon, il y a le Festipod le 14. Ça s'en vient très, très, très bientôt. Hier, il restait à peu près une 50aine de billets. C'est-à-dire que le samedi... Hey, allez voir les dates, là. Je pense moi, je n'ai pas de mémoire. Hein, mais le Festipod qui va être présenté à Montréal la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Le samedi soir, si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe, c'est peut-être le vendredi, je pense que c'est le samedi soir, il y a une soirée True Crime où il va y avoir un peu de crime dans ton café, Distorsion, et on termine avec Ars Moriendi. Je vais présenter le show que j'ai présenté à Gatineau, c'est-à-dire c'est un épisode d'Ars Moriendi live. C'est une lecture devant public, comme si on enregistrait, avec 2 comédiens présents. Je ne vous spoil rien, mais c'est une histoire très, très célèbre américaine, mais avec une twist. Là, on va raconter les vraies affaires. C'est une histoire que tout le monde connaît, que tout le monde pense savoir comment elle a fini, mais là, on raconte comment elle aurait dû se terminer. Tout ça avec ambiance musicale, avec effets sonores et tout ça. Il reste 50 places pour le Festipod. Pitchez-vous, samedi soir, grosse soirée. Puis, sûrement des affaires qui s'en viennent. Le show, que je le présente aussi à l'Assomption, mais c'est déjà sold out. Il y a 3 rivières qui vont approcher pour qu'on le fasse là-bas. 17 au 20 octobre. Donc, merci. C'est donc le 20 octobre que je vais être là-bas. Exact. Mais bref, il y a plein d'affaires. Si vous voulez encourager, moi aussi j'ai un Patreon, grâce à quoi j'ai plus de job alimentaire. Je peux travailler uniquement sur Ars Moriendi. Je vais avoir de vivre de ça, là, c'est vraiment... je suis tellement chanceux. Je suis choyé et je remercie le ciel à tous les jours. Je ne suis pas croyant, là, c'est une image, là, mais, je réalise pleinement la chance que j'ai.
Vraiment cool. Puis félicitations encore pour ton podcast Ars Moriendi. Merci. Puis merci à tous ceux qui écoutent d'ailleurs. Je reçois tellement des bons messages. J'ai jamais de haters. Merci. Merci tellement à tout le monde. Je te le C'est confirme. quand même rare. Sur la Terre des Hommes, là, je parle pas de Jonathan le prof. Lui, il y a des haters à tous les jours. Mais sur la Terre des Hommes, c'est rare qu'on va attiser les foudres. Je veux dire ça. Ah, mais des fois, c'est surprenant. Tu sais, je veux pas. Ah oui, tu peux personne. Il y en a d'autres podcasters True Crime que je le sais qu'ils ont des publics difficiles, puis demandants, exigeants, puis quand elle ne fait pas quelque chose qui fait leur affaire, ben là, ils ne sont pas contents, puis ils disent. C'est comme, voyons. Des gens qui. Tu sais, on est dans les oreilles de ces gens-là tout le temps. Hein? Tout le temps. On est tout le temps dans leurs oreilles. On devient pour eux leurs amis. On fait partie de leur vie, de leur entourage. Tu sais. Ils ont l'impression de nous connaître, ces gens-là. Mais il y en a des fois qui se permettent un peu trop, puis là, de s'immiscer dans l'intimité de certains podcasteurs, puis de les juger. Ah, t'as pris du poids? Ah, ben, tu t'es slacké, hein? C'est moins bon à cette heure, hein? Tu te pognes le cul. Ah, ben, on sait bien, depuis que tu fais de l'argent, hein? Tu t'en crises de nous autres. Les gens sont raides des fois. Soyez fins avec vos podcasteurs. Là. Je le sais que c'est. En plus, c'est gratuit. Ça semble être une minorité, mais il y en a plus qu'on le pense, des haters de même. Vous êtes difficiles, là. C'est tous des projets de passion. Il n'y a personne ici. Il y a des exceptions. J'avoue que je gagne ma vie avec ça. Oui, mais c'est gratuit. Un projet de passion. Là, mettons, là, Simon, toi, demain matin, tu pourrais dire je rends mon podcast uniquement payant. C'est sur Patreon. Ben oui, mais sinon, là, je ne connais pas un podcasteur qui fait ça, là, c'est gratuit, ça finit par être gratuit. Les gens, en ce moment, justement, on est avec les membres Patreon. Eux autres ont choisi, c'est pas une obligation, mais ils ont choisi de donner 2 5 10 par mois parce qu'ils croient en ce projet-là. Ils aiment qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, ils veulent faire partie de ça. Oui, mais c'est gratuit à la base. Si Jay, à un moment donné, dit quelque chose que vous n'aimez pas, ramassez-le pas pour rien. C'est ça que je veux dire. Soyez gentils. Je sais qu'ils sont généreux en temps, puis en amour, puis en beaux messages, mais il y a certains podcasteurs avec qui les gens se sentent peut-être trop confortables, puis ils sont rough avec. Là, tout le monde est ici parce qu'on a du plaisir à le faire, on donne de notre temps, on aime ça le faire, mais c'est ça. C'est de comprendre qu'on est tous humains, on a tous nos défauts puis nos problèmes. Soyez gentils avec vos podcasteurs. Puis merci d'encourager les podcasts que vous aimez. Puis sentez-vous pas mal de ne pas être capable de le faire. C'est pas grave. Le bouche à oreille, ça vaut encore plus cher que votre argent. Exactement. C'est important. Puis si vous avez juste assez d'argent pour un podcast à encourager sur Patreon, c'est pas grave. Choisissez 12 podcasts que vous aimez, là, puis abonnez-vous à un par mois. Chaque mois, on change de podcast. Il y a 1000 manières. Ouais. C'est un très beau message de fin, mon cher Simon Predge. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Mon cher Jonathan Saint-Prof, merci beaucoup de t'être prêté au jeu encore ce soir. Grand plaisir, grand plaisir. J'avais l'impression d'écouter un podcast que je fais pas. Des fois, moi, là, j'écoutais, c'est comme oui, mais Simon. Je suis encore là! Ouais, c'est ça. Je m'excuse. Hein. Mais là, c'est parfait, quand je pars, j'ai de la misère à arrêter. Puis si on avait été en personne, ça aurait été plus facile de se couper. Mais en Zoom, de même, c'est pas évident. Là. Désolé si j'ai un petit peu volé le show. Là, je m'en rends pas toujours compte. C'était pour ça, on donnait le crachoir. On invite quelqu'un pour venir parler. Mais ce serait le fun. C'est pas qu'on reste loin parce que j'aimerais beaucoup te rencontrer en vrai, Simon Predge, voir si tu existes vraiment. Je suis désagréable, je pue, puis je donne des pieds sur la table. Bon, reste. Alors, on aura bien l'occasion de se croiser à un moment donné. Ben oui. Un salon du livre éventuel. Ben oui. Un événement, quelque chose. Là. Oui. Alors, merci beaucoup, les gars. Merci aux membres Patreon. Je crois que ça a fonctionné comme live avec seulement nos membres Patreon. Cette espèce d'antichambre dans YouTube que nous avons dégoté. Alors, un lien non répertorié, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, on a créé cet endroit secret où est-ce qu'on va dorénavant enregistrer les épisodes de Sur la Terre des Hommes. Alors, merci les chers membres Patreon.
Merci aussi aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes, comme Simon a dit. Merci à ces abonnés qui sont là. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire sur Apple Podcasts, Spotify, baladoquebec.ca et puis, bien sûr, sur YouTube ou sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, justement, les curieux stagiaires, historiens, érudits, nos 2 orateurs construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda et le miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile. C'est, dans le fond, c'est de visiter le patreon.com/SLTDH. Et puis là, je vous avertis, dorénavant, ça va arriver comme avant, là, un live une fois de temps en temps, at large pour tout le monde. Mais là, on va prendre soin de nos membres Patreon. On va leur réserver les enregistrements live et puis qu'ils puissent commenter et puis, bien sûr, recevoir le show avant tout le monde. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.